Bonjour, merci d'être là. Merci surtout de vous être connectés. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre à distance sur LinkedIn. Restez avec nous. Nous avons un programme riche avec cette soirée organisée ici pour la première fois à l'amphi MGEN pour vous parler de femmes et de retraite. Alors, je me présente, je suis Alain Mousser. Je suis journaliste depuis une vingtaine d'années dans le secteur de la presse audiovisuelle en France. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette soirée. C'est vraiment le mot, le plaisir de parler de cette thématique qui est très importante pour nous les femmes, mais aussi pour l'ensemble de la société, vous allez le voir. Alors nous avons aujourd'hui de nombreuses invités au profil très différent, dans le témoignage de Sarah Ouramoun qui est avec nous. Elle est championne du monde et vice-championne olympique de boxe, et vous allez le voir, elle a pris bien évidemment sa première retraite professionnelle en tant qu'athlète, et aujourd'hui elle est entrepreneure et dirigeante sportive, et elle va nous parler de toute la combativité qu'il faut pour justement avoir à chaque fois un nouvel élan. Mais avant de commencer tout cela, je vous propose de débuter cette soirée avec un petit mot d'introduction du directeur général de l'UMR, Éric Chancy, qui va nous parler justement de la... Vous avez un petit... Regardez, vous avez un micro qui est juste là. Non, regardez. Là, ici, vous pouvez le prendre. Voilà, donc pourquoi cet événement vous avez eu envie d'organiser ici? Bonjour à tous, merci d'être présents ce soir. J'ai effectivement l'honneur d'ouvrir cette première édition, cette première table ronde organisée par l'UMR autour des femmes et de la retraite. Alors, pourquoi cet événement? Pour informer, pour sensibiliser, mais aussi pour réfléchir finalement à des solutions concrètes pour gommer les inégalités qui jalonnent les parcours de préparation à la retraite des femmes. Alors, lors de cette table ronde, on vous a préparé un certain nombre de surprises. On aura des témoignages, des expertises. On aura aussi droit à la restitution d'une étude inédite organisée par l'UMR et son partenaire Advise. Donc on aura l'occasion de largement revenir là-dessus tout au long de notre événement. J'ai aussi l'occasion, pendant ce petit mot d'introduction, de remercier l'ensemble des équipes UMR qui ont organisé cet événement. Merci également aux différents participants dans la salle, aux participants qui nous suivent aussi dans les réseaux sociaux. Un grand merci par avance à nos intervenantes. Merci également au groupe Vive et à la MGEN qui ont permis de rendre possible cet événement. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à suivre cette table ronde et qu'elle vous apportera des premières réponses à vos différentes questions sur le sujet de la préparation à la retraite des femmes. Merci à vous. Voilà, je vous propose de regarder une vidéo justement pour vous présenter ce qu'est l'UMR, et puis on enchaîne tout de suite avec le contenu et nos invités. 4 idées à retenir pour y voir plus clair sur l'UMR. L'UMR, c'est avant tout le spécialiste de l'épargne retraite individuelle. La preuve en chiffres. 10,7 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 133 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3,6% du rendement du fonds euro net de frais de gestion pour Périvis en 2024 et 371 000 adhérents. Une ambition, apporter l'épargne retraite au plus grand nombre. Salariés, fonctionnaires, chefs d'entreprise, professions libérales et profils patrimoniaux. L'UMR, c'est le partenaire retraite des distributeurs. L'UMR est reconnu pour son savoir-faire unique. La conception de solutions PER sur mesure, parfaitement adaptées aux besoins spécifiques de chaque partenaire et de ses clients. Assureur de plein exercice, l'UMR est une entreprise à taille humaine de 150 collaborateurs. Ses atouts, expertise, confiance et agilité. Des PER multi-supports et en points performants, un univers d'investissement personnalisable et diversifié, des services digitaux dont une adhésion 100% en ligne, des frais compétitifs et un partage de la valeur équilibrée. Troisième idée à retenir, depuis 10 ans, l'UMR est engagé comme un investisseur socialement responsable pour financer un monde pour mieux vivre demain. Par exemple, l'UMR finance la décarbonation, la rénovation énergétique au travers de son fonds Coremimo et la préservation de la biodiversité via son fonds Brocéliande. Ces valeurs, responsabilité, sincérité et engagement sont fortement inscrites dans toutes ses activités. Investissement, réponse aux besoins des adhérents, conseil, mécénat ou encore RSE.
Ce qui nous amène à la dernière idée. L'UMR est une société à mission, filiale du groupe Vive, premier acteur mutualiste en France avec 10 millions de personnes protégées. Dès 2020, l'UMR s'est dotée d'une raison d'être qui guide l'ensemble de ses actions. Ensemble, construisons une épargne responsable pour mieux préparer votre retraite et contribuer au mieux vivre demain. Puis en janvier 2023, l'UMR s'est muée en société à mission à capitaux 100% mutualistes. L'UMR, en clair et en 4 idées, c'est donc le spécialiste de l'épargne retraite individuelle, partenaire retraite des distributeurs, un investisseur responsable et une société à mission du groupe Vive. UMR et la retraite, c'est clair. Je vous propose d'accueillir notre première invitée, Marion Arnaud. Elle est sociologue. Bonjour Marion. Vous êtes docteur de l'école des hautes études en sciences sociales et actuellement postdoctorante à l'Université de Lorraine. Vous allez nous parler, vous aussi, du travail que vous avez fait sur la question des femmes et de la retraite. Alors Marion, la question de la retraite, on peut dire que c'est un miroir grossissant de la vision de la société. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le terme des inégalités pour les femmes, justement ? Merci déjà pour cette invitation. Alors, pour faire le point sur ce que l'on sait des inégalités entre les hommes et les femmes à la retraite, le premier truc à dire, c'est qu'on part de loin. Parce que des années 90 au milieu des années 2010, quand on parlait de retraite dans le débat public, cela renvoyait inévitablement au sujet des modalités de financement des retraites, où l'on opposait la technique de la capitalisation contre celle de la répartition, et on ne parlait pas de la situation sociale des retraités et encore moins de celle des femmes. Alors les choses changent en 2018. En 2018, c'est la date où l'on voit émerger de façon plus systématique une prise en compte des inégalités socio-économiques dans la statistique publique, et notamment par les équipes de la DREES, qui cherchent à quantifier le volume des individus qui vivent de pensions inférieures ou égales à 1 000 € par mois. Et donc c'est à partir de 2019 que sortent les premiers chiffres où l'on estime que ce sont 1/3 des retraités français qui vivent de pensions, ce niveau de pension, et le facteur du genre est identifié comme un facteur déterminant dans le fait de toucher les plus petits niveaux de pension. 2019, c'est aussi la date où le Conseil d'orientation des retraites organise son premier colloque sur les femmes et la retraite. Et cette date et cet événement est particulièrement important parce qu'il représente le changement de perspective de façon très flagrante qui s'est opéré autour de la façon de penser la situation des femmes. Je m'explique. En 2008, le COR avait déjà publié un rapport sur les droits conjugaux et matrimoniaux. Et dans ce rapport, les femmes étaient présentées comme privilégiées puisqu'elles bénéficiaient d'espérances de vie plus longues et elles étaient bénéficiaires en grande majorité des droits indirects, notamment des majorations de pensions pour enfants et des pensions de réversion. Et donc du coup, en 10 ans, les perspectives ont radicalement changé, notamment parce qu'on prend l'indicateur des inégalités socio-économiques et de celle de niveau de vie. Et cette perspective, donc, elle permet effectivement d'estimer que parmi ces 1/3 de retraités concernés par le fait de toucher des pensions contributives inférieures ou égales à 1 000 € par mois, on parle quand même de 5 millions d'individus. Cela concerne 74% de femmes. Donc on est passé, si je comprends bien, d'une vision où, en gros, les femmes vivent plus longtemps, donc elles touchent la pension de réversion plus longuement. Il faudrait peut-être aller rogner là-dessus pour faire des économies, à une vision où, finalement, on se rend compte que la pension que touchent les femmes retraitées est très inégalitaire et bien en dessous du seuil de pauvreté. C'est ça ? Il y a eu une bascule. En tout cas, elles sont plus souvent concernées par des situations de petite pension et plus souvent concernées par des situations de pauvreté dans la retraite. Et aujourd'hui, en 2025, est-ce que le système existant fait perdurer ces inégalités ? Oui, absolument, puisque du coup, les chiffres de 2024 montrent que la pension de retraite moyenne des femmes est inférieure de 40% à celle des hommes. Est-ce que vous avez une explication par rapport à ça, justement, par rapport à votre étude, par rapport à votre carrière et surtout, votre objet d'étude, c'est la retraite de manière générale, et vous dites aussi que l'ensemble des retraités n'étaient pas considérés comme un groupe social indépendant au départ. Donc il n'y avait pas beaucoup d'études. Et maintenant, on en fait davantage.
Oui, alors effectivement, en tout cas en sociologie, qui est mon domaine d'études, il n'existait pas de sociologie de la retraite. Alors il existait une sociologie des personnes âgées, mais il n'existait pas de travaux qui permettent d'évaluer ce qui relève des effets de la retraite sur la production des inégalités socio-économiques dans la vieillesse. Et en tout cas, c'est ce que je cherche à montrer avec mon travail. Et donc, dans votre enquête menée auprès d'un village en Occitanie, un village dont vous êtes originaire, je crois. Oui. Qu'est-ce que vous avez pu relever comme différence ? Alors, effectivement, donc, j'ai enquêté pour ma thèse dans un village rural et populaire en Occitanie. De moins de 1500 habitants, c'est important pour le dire, puisqu'il n'existe pas d'obligation légale d'avoir un CCAS, et donc un accompagnement social dans les mairies qui n'ont pas les moyens pour proposer ce type d'accompagnement. Et mon objectif, c'était de m'intéresser au public des retraités dits modestes, et notamment d'interroger leur stratégie de prévoyance, alors dans une acception très large de ce que recoupe cette notion de prévoyance. Et j'ai cherché notamment, par cette évaluation, à comprendre en quoi la retraite participait à une recomposition des rapports sociaux dans la vieillesse. Et ce que j'ai observé, c'est que le groupe de femmes a connu une véritable révolution dans son expérience de la vieillesse, à l'échelle d'une génération. Entre les générations les plus anciennes, qui ont grandi et qui se sont construites dans le contexte de l'après-guerre, et celles des femmes qui ont connu le contexte de la révolution culturelle de mai 68, l'expérience de la vieillesse est tout à fait différente, et on assiste à un mouvement inédit d'émancipation rendu possible par l'existence d'un système de retraite. Je peux revenir un peu et vous expliquer, si vous voulez, plus en détail. Si je comprends bien, il y a plusieurs générations, et dans votre étude, vous parlez des générations des grands-mères, des mères et Exactement. de leurs filles. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des grands-mères, pour commencer ? Exactement. Oui, donc pour les générations de retraités les plus anciennes, qui sont nées dans le contexte de la guerre ou juste dans le contexte direct de l'après-guerre, elles ont vécu, elles ont construit leur vie dans une société qui était patriarcale. Ces générations de femmes, j'ai observé que, et c'est marquant, la quasi-totalité d'entre elles ont été formées à un métier dans leur jeunesse. Alors c'était à l'époque des formations pour être dactylo-secrétaire, pour être couturière ou pour être aidante dans les exploitations familiales. Mais ce qui est aussi marquant, c'est que très jeunes, elles ont fait l'expérience de discrimination de genre dans leur rapport à l'emploi. Elles ont appris à être peu, voire pas payées par le travail qu'elles effectuaient. Et donc, dans ce contexte, le mariage et le statut de mère, c'était des modalités d'émancipation considérées comme légitimes et dominantes pour s'émanciper de sa condition sociale d'origine. Et cela signifiait dépendre économiquement du conjoint. Et pour ces femmes, la retraite n'existe pas en fait, puisqu'elles continuent elles ont une activité continuée d'activité domestique dans la vieillesse, et pour celles qui n'ont pas de patrimoine individuel, qui n'auraient pas pu hériter, elles dépendent économiquement des revenus du mari. Pour la génération des mères, donc là, le conseil, c'était ne fais pas comme moi, prépare ta retraite, travaille. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, puisque du coup, là, je parle des femmes qui ont entre 63 et 75 ans aujourd'hui, et donc qui ont vécu, qui ont connu le contexte de la révolution culturelle de mai 68, un contexte qui rendait légitime, en fait, l'accès à une revendication, à une égalité des chances et une égalité des droits, notamment dans le fait de pouvoir construire sa vie. Et c'est chez ces générations de femmes que j'ai observé un attachement profond à la notion d'indépendance. Alors cette notion d'indépendance, elle se traduit concrètement par une activité accrue, donc un taux de participation dans l'emploi bien plus élevé que dans la génération de leur mère, mais ça passe aussi par une renégociation de leur position dans la conjugalité et dans leur couple. Et notamment, donc, beaucoup ont témoigné avoir cherché à négocier davantage leur rôle par rapport à leur conjoint. Et par conséquent, et cela se traduit aussi par les statistiques que l'on connaît, mais elles sont aussi beaucoup plus nombreuses de cette génération à avoir divorcé. Et pour cette génération des plus jeunes retraités, l'expérience de la vieillesse, notamment au début de la retraite, se caractérise par l'expérience d'une forme inédite d'émancipation qui renvoie soit à une situation négociée de la conjugalité, soit à des vieillesses, vécues dans la solitude, mais volontairement. Elles ont choisi de divorcer, c'est ça que vous dites ? Voilà, elles ont pu choisir. Et aussi, alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que du coup, elles ont
pu choisir de divorcer, mais parce qu'elles avaient justement accès à une pension de retraite qui leur permettait de pouvoir se sentir et être, dans les faits, alors avec des variations très fortes, mais autonomes économiquement dans la vieillesse. Et cela me permet aussi d'insister sur le fait que la retraite, en fait, elle permet justement une forme inédite d'émancipation que je définis comme étant une émancipation par le travail, hors du travail. C'est une émancipation par le travail parce que c'est par les droits acquis par le travail qu'elles peuvent avoir des droits à pension individuelle. Et c'est une émancipation hors du travail puisque la pension, si tant est qu'elle leur permet d'accéder à une autonomie économique, leur permet effectivement de pouvoir vivre sans travailler. Donc des choix de vie grâce à cette retraite, donc d'où l'émancipation. Mais vous parliez d'inégalité au tout début de votre intervention, elle persiste bien évidemment. Donc là, quel serait le conseil des mamans vers les filles, donc notre génération ou les générations de nos enfants? Oui, alors pour répondre bien à votre question, j'ai envie de revenir sur la situation contemporaine. Puisque aujourd'hui, effectivement, la société française, elle est dans une situation paradoxale au regard de la retraite, c'est-à-dire que le système, aujourd'hui, il reste protecteur pour les générations des retraités. On sait que le niveau de vie des retraités, il est compris entre 103 et 109% des actifs. Mais le paradoxe de la situation, c'est que si la France est effectivement peu concernée, elle est parmi les pays les moins concernés dans l'OCDE par des situations de pauvreté structurelle des personnes âgées dans la vieillesse, elle connaît en même temps un mouvement de diminution du taux de remplacement des pensions qui vont toucher les plus jeunes générations. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. En quelques points, ce n'est pas un mouvement qui concerne spécifiquement la France, on l'observe dans tous les pays de l'OCDE. Et pour donner une idée, avoir une idée de ce que cela représente, en fait, on peut se saisir de l'indicateur du taux de remplacement des pensions. Le Conseil d'orientation des retraites a publié un certain nombre de chiffres en 2015 puis en 2022, et il estime que ce taux de remplacement des pensions, en 2040, il sera compris entre, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais entre 83 et 96% du niveau de vie des actifs. En 2060, il sera compris entre 74% et 94% du niveau de vie des actifs. Donc on est loin des 109% qui caractérisent la situation actuelle. Donc ces données de cadrage, elles permettent de comprendre que la situation d'aujourd'hui, en fait, elle se caractérise par un rapport à l'incertitude qui est devenu structurel. D'abord parce que le rapport au travail, il est devenu incertain, les parcours sont plus flexibles, le travail est moins rémunérateur que par le passé, et par conséquent, c'est le modèle de protection sociale qui bâtit des droits à la pension sur le travail qui ne permet plus de protéger face aux incertitudes de l'avenir comme il a pu le faire par le passé. Et donc, ça pose un certain nombre de questions, et notamment pour penser la situation des femmes. Alors, pour revenir à votre question, dans mon enquête, je n'ai pas rencontré de mères qui disent à leur fille de dépendre économiquement d'un homme. Je n'ai pas rencontré justement d'incitation à de devenir une tradwife. Oui, il y a des courants sur les réseaux sociaux en ce moment. Exactement. Ouais, donc c'est que sur les réseaux sociaux, pas dans les villages d'Occitanie. Non, okay. Pas dans les villages, et puis même plus généralement, quand j'en parle autour de moi, alors il faudrait effectivement une enquête un peu plus poussée, mais c'est absolument pas une tendance dominante. Les filles, elles sont poussées à faire des études, elles sont poussées à être autonomes économiquement et à travailler, et en suivant cela, le fil ouvert, la voie ouverte par les générations précédentes. Donc ce qui change, c'est que dans ce contexte marqué par un rapport structurel à l'incertitude, les mères poussent les plus jeunes générations à penser à leur avenir et notamment à la retraite. Et donc il y a cette bascule qui se produit. C'est-à-dire que là où la génération des grands-mères, pour être protégée dans la vieillesse, elle devait protéger les autres. Là où la génération des mères est protégée par la pension, les plus jeunes générations de femmes, elles savent qu'elles doivent se protéger, et c'est-à-dire mettre en œuvre tout au long de leur vie, et de façon certainement souvent confuse, mais tout un ensemble de stratégies qui passent par une renégociation du rapport à la conjugalité et à la vie professionnelle, et aussi par des stratégies d'acquisition financière ou patrimoniale. Donc se protéger soi-même, en gros le conseil dorénavant c'est mets de côté. En plus, voilà. Pour celles qui peuvent. Bien sûr. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage, Marion. On peut la remercier, effectivement. C'est un exercice pas évident de résumer une thèse en quelques minutes, mais elle l'a fait brillamment. Bravo, merci beaucoup, Marion. Je vous propose maintenant d'écouter des femmes que l'on a croisées au hasard dans les rues pour justement voir avec elles. Elles sont toutes actives, vous allez le voir. Est-ce que la retraite, elles y pensent et comment elles y pensent ?
Non, pas nécessairement, honnêtement. Pas vraiment, je pense pas trop à la retraite. Je pense à la retraite. C'est un sujet qui est assez angoissant d'ailleurs, parce que je me dis que j'en aurai probablement pas. Alors, est-ce que j'y pense à la retraite ? Oui. Oui, ça fait déjà plusieurs années que j'y pense. Ouais, je regarde et possiblement pour la prendre de manière anticipée. Oui, il a fallu que j'y pense parce que mon mari est un peu plus âgé que moi et donc lui il a commencé à se préparer et donc il m'a entraînée avec lui. On a fait faire un audit pour savoir voilà, quelle serait notre situation à la retraite. Je ne me sens pas assez informée sur le sujet, je pense. Non, je me sens pas du tout préparée ni informée à la retraite. Pour moi, la retraite, c'est assez loin. Du coup, ça m'évoque pas grand-chose, à part il faudrait y penser. J'ai utilisé un simulateur de retraite pour regarder un peu quand est-ce que je vais pouvoir partir voilà, le plus tôt possible. Peut-être que moi, je commencerai à y penser vers la trentaine, 35, 36. Peut-être quand j'aurai des enfants, je sais pas. À partir du moment où on commence à travailler, et je pense même qu'il faudrait un petit peu qu'on nous éduque à ça aussi. Je pense qu'il faut préparer sa retraite dès qu'on a un métier stable. On n'y réfléchit pas trop, mais je pense que c'est dès le début, dès qu'on commence à travailler, qu'il faut penser à la retraite, sinon c'est la surprise. Et c'est la mauvaise surprise à la fin. Je pense qu'il faut commencer à prendre des mesures au plus tôt pour s'y préparer, pour mettre des sous de côté, pour envisager une retraite sereinement et avoir des projets. Envisager une retraite sereinement et avoir des projets, je crois que c'est bien résumé, c'est ce dont on rêve toutes et tous, bien évidemment. Vous avez entendu ces paroles spontanées, maintenant on va en parler avec 4 experts qui ont accepté notre invitation. Merci à vous d'être là. Léa Lejeune, bonjour, vous pouvez prendre un micro. Vous êtes journaliste économique et cofondatrice de Plan Cash. C'est une application numérique pour mettre l'éducation financière à la portée de toutes et tous. Voilà, mais beaucoup des femmes. Oui, tout à fait. Caroline Mignot, bonjour. Vous êtes entrepreneur, fondatrice de l'agence personnelle. Vous avez également créé un podcast qui s'appelle Marketing Square. Voilà, et c'est à destination de tous les entrepreneurs globalement qui veulent faire leur propre marketing. Soit parce qu'ils n'ont pas le choix, soit parce qu'ils sont hyper curieux. Et vous êtes également Top Voices sur LinkedIn. Véronique Février-Coveka, bonjour. Vous êtes membre du comité de mission de l'UMR. Bonjour, bonjour à tous. Mais vous avez beaucoup d'autres casquettes. Vous êtes vice-présidente à la CPM 49, administratrice à la CARSAT, et vous êtes également une experte des RH et de la RSE. Et vous allez nous donner tout plein de solutions en fait qui existent, mais qui sont parfois méconnues. Marlène Leroux, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, vous êtes directrice des opérations et de la transformation à l'UMR et vous allez nous parler justement de cette étude qui a été commanditée par l'UMR au cabinet Adwise. Et il y a des chiffres qui en ressortent. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà pourquoi et qu'est-ce que vous avez noté d'important dans cette étude ? Oui, alors cette étude, elle porte sur 1000 femmes interrogées donc en France. Et il faut savoir que dans cette étude, 2 tiers de ces femmes se disent préoccupées par la retraite. C'est-à-dire que c'est un sujet préoccupant. Et 61% des femmes interrogées disent également que ça représente même une charge mentale importante. Donc le mot est fort, charge mentale. Et à l'inverse, quand on se penche sur cette étude, on constate que 42% des femmes interrogées, par contre, ne passent pas à l'action. Donc, il y a une très forte contradiction. On est préoccupé, ça nous interroge, et à l'inverse, on ne passe pas à l'action. Donc, un paradoxe. Un paradoxe complet, oui. Est-ce que Léa, vous qui êtes justement dans cette culture éducation financière, ce paradoxe vous parle ? Est-ce que vous aussi vous le notez ? On parle de retraite, mais on ne fait rien ? Oui, il y a une dimension comme ça. Bon, déjà, il faut savoir que dans les médias, ça revient de manière très récurrente, tous les 3-4 ans. Il faut réformer les retraites, il va donc falloir repenser le système, avec beaucoup de discours alarmistes qui nous donnent l'impression que finalement, on n'aura pas de retraite. Et ça, c'est une phrase qu'on entend beaucoup dans la bouche des plus jeunes femmes et des plus jeunes générations.
Dans le micro-trottoir aussi. Hein. Dans le micro-trottoir aussi, voilà. peur. C'est vraiment un truc qui revient de manière spontanée. C'était quoi la suite de votre question, du coup? Est-ce que vous notez ce paradoxe? On se dit, oui, j'aurai pas de retraite, j'ai peur, mais je ne fais rien pour autant. Alors après, oui, s'en occuper, ça devient quelque chose d'important et en même temps, on ne sait pas comment s'y prendre. Il faut savoir qu'en France, on a une éducation financière qui est globalement plutôt mauvaise. On n'est pas éduqué aux finances personnelles, au budget, à l'investissement, à la bourse. On peut faire un bac+5 sans jamais avoir touché à aucun de ces sujets-là. C'est très particulier, ce n'est pas forcément le cas en Grande-Bretagne, ce n'est pas forcément le cas aux États-Unis où ils ont au moins une éducation au budget, ou en Allemagne. Voilà. Nous, c'est la toute première année où la France s'est dit on va mettre 2 heures quelque part dans le programme pour commencer à former les gens à la gestion financière et de les finances privées. Donc, toute première année, en plus, c'est 2 heures sur un programme d'une... voilà, c'est au tout collège. petit. Il faut savoir que... Ouais, c'est au collège. Il faut savoir aussi que voilà, cette partie-là touche autant les femmes que les hommes. Après, sur les femmes, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Premier facteur, nous sommes encore, nous les femmes, moins payées que nos collègues hommes. Alors, à poste, temps de travail, secteur comparable, on voit des réductions ces dernières années, puisque là, selon les derniers chiffres INSEE, on est plutôt autour des 3-4%. Mais la réalité, c'est que les femmes, les hommes n'occupent pas les mêmes postes, n'occupent pas les mêmes temps de travail dans la société. Et donc, à l'heure actuelle, on reste sur un écart salarial de 24%. Alors, quand on galère déjà à boucler son budget, quand on galère déjà à acheter son logement ou faire son premier investissement immobilier, et ben la retraite, ça passe pas forcément tout de suite. Voilà, parmi les sujets. Et je vais rajouter encore un coupable que je connais très bien puisque j'ai travaillé pour eux pendant 15 ans, la presse économique traditionnelle. Je trouve que la presse économique traditionnelle a elle aussi un défaut et quelque chose sur lequel elle devrait se remettre en question. C'est la façon dont elle parle d'argent, d'investissement, d'épargne, pas qu'aux hommes d'un certain âge, déjà aisés, qui ont parfois du patrimoine familial ou qui se disent spontanément intéressés par l'argent ou les finances privées. Non, il faut aller chercher les femmes, il faut aller chercher les catégories populaires, il faut sensibiliser tout le monde à ces questions d'argent et d'investissement sur le long terme, en montrant bien que ça nous concerne tous et toutes. Et je pense que c'est ce que disait la chercheuse juste avant, c'est que, en vrai, nos retraites ne sont pas complètement menacées. Mais par contre, le montant de nos retraites va être sacrément touché. Et donc, il va falloir penser à des complémentaires retraites. Il y a différentes manières, hein. Vraiment, il y a plein de produits, de façons financièrement d'y arriver. Mais ça, va falloir le faire rentrer dans notre logique pour être capable d'investir et puis donc, de ne éducation financière et information. Voilà. Ça, et c'est toujours le moment où je tue le romantisme. Bon, il faut savoir que le nombre de célibataires monte dans la société, que les divorces montent et que, mesdames, on ne peut plus compter sur un conjoint pour financer notre retraite. Il va vraiment falloir aussi compter sur soi-même, comme disaient les mamans citées dans l'étude précédente. Véronique Février-Koveka, sur la question donc, de manque d'éducation financière, peut-être au sein de l'entreprise, est-ce que l'entreprise a un rôle à jouer justement d'information là-dessus ? Alors complètement. Le terrain de l'entreprise est du reste un terrain privilégié pour communiquer au motif déjà de ces politiques sociales, hein, donc de l'accompagnement, de la couverture sociale, et expliquer les choses. C'est un élément d'engagement, un élément de motivation, un élément de perspective également. On sait combien il est difficile de poser le regard sur le temps long, et la retraite nécessite de poser le regard sur le temps long, et ça, c'est quand même pas spontanément ce qu'on fait tous les matins en se levant. Donc d'une part, d'autre part, il y a le champ des politiques de RSE, donc responsabilité sociétale et environnementale, qui trouve là un écho important dans le rôle que peut jouer l'entreprise d'acculturation, de communication et de relations de proximité sur les différents temps où se font les arbitrages. On sait que par choix ou par contrainte, les femmes choisissent ou arbitrent pour telle ou telle priorité. À chacun de ces moments, avoir un relais de proximité pour peut-être être réorienté vers des mieux sachants est un élément essentiel, d'où le rôle de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à chaque étape de notre vie, nos choix vont impacter notre retraite, mais juste être informé sur ce moment-là et avoir un relais avec qui en discuter et faire le choix en conscience, c'est ça ?
Oui, mais pas juste, pas juste informé, parce que le point observé, c'est celui qui permet de passer de « je sais » à « je fais ». Et c'est là où on a véritablement un virage à prendre ensemble et trouver les moyens de ce virage pour rendre réelles les nouvelles décisions qui feront la protection, la ressource de demain. C'est quand on est en activité et que l'on capte, que l'on gagne une ressource, un revenu, que l'on peut faire cet effort d'épargne. Quand on n'est pas en situation de captation, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Caroline Mignot, vous allez certainement confirmer ce que vient de dire Véronique. C'est beaucoup plus compliqué quand on est, comme Léa le disait, dans les premières années de sa vie. Vous êtes entrepreneur, vous avez fait ce choix d'entreprendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi vous avez fait ce choix-là? Et est-ce que vous sentez chez les femmes entrepreneurs, elles aussi, un manque d'éducation financière? Oui, alors ça m'a flatté au début quand vous m'avez dit dans les premières années de ma vie. En tout cas, je suis dans les premières années de ma vie entrepreneuriale, ça c'est sûr. Pour vous donner le contexte, moi je me suis lancée il y a 4 ans. Avant ça, j'étais aux États-Unis. Et je confirme, là-bas, il y a une vraie éducation financière, mais surtout parce que l'État, c'est pas ton papa. Donc, en fait, tu as intérêt d'avoir un plan de retraite. Et je peux vous dire qu'à 20 ans, tout le monde se dit, t'as quoi comme 401k? Ça s'appelle comme ça là-bas. Et en fait, les jeunes, quand ils sont débauchés en sortie d'études, ils comparent leur 401k, c'est-à-dire qu'ils pensent à la retraite et ça fait partie du package qui est proposé là-bas. Donc, c'est assez étonnant à quel point c'est vrai qu'en France, on attend un peu de voir ce qui va tomber. Et je pense que là, ça fait quelques années qu'on se dit, oulala, ça sent pas très bon. Et on sait qu'il n'y aura pas une retraite, on sait qu'il va y en avoir une réforme, on sait qu'il va y en avoir plein. Ça crée beaucoup d'anxiété et je pense que c'est bien parce qu'à côté de ça, il y a une nouvelle vague grâce à ce que fait Léa, ce que vous faites aussi, créer du contenu massivement sur ces sujets. Les communautés de femmes qui sont en train de, via du peer-to-peer, de s'éduquer aussi entre elles, on est en train de se dire, ah mais en fait, il faut que je m'en occupe. Mais c'est vrai que c'est un peu les premières années où on s'en occupe. Et moi, autant quand j'étais salariée, j'y pensais. Parce que quand tu es salarié, tu es plus dans une logique où tu vas avec le flot des autres. Et quelque part, tiens, les collègues en parlent à la pause déjeuner. Quelque part, ah tiens, il faut peut-être que moi aussi, j'aille voir la RH. Et en fait, on se sent un peu porté par le flot. Autant, depuis que je suis entrepreneur, ma priorité la première année, c'était manger autre chose que des pâtes et rassurer ma mère qui me disait tous les mois, alors, tu as des nouveaux clients. La deuxième année, ça a été rassurer mes équipes qui me disaient, alors, on a des nouveaux clients. Et la troisième année, c'est de signer des bureaux avec des chiffres qui me font hyper peur. Et du coup, c'est vrai que je commence à penser maintenant à mon patrimoine, mais en lancement d'activité, je pense que je vais être un peu le mauvais patient de cette table ronde et je vais vous expliquer à quel point c'est vrai que la retraite, c'est la dernière chose pour moi auquel pensent les entrepreneurs quand ils sont en train de se lancer et qui sont malheureusement très court-termistes. Mais d'abord, faut rassurer les proches, faut payer son loyer et il faut recruter sans se mettre trop à risque. Marlène, dans vos adhérents, donc ce sont quand même des gens qui ont déjà pensé à la retraite puisqu'ils ont souscrit un contrat, donc ils ont fait un premier pas vers la préparation à la retraite. Est-ce que vous sentez malgré tout un manque d'éducation financière chez vos adhérentes? Oui, alors effectivement, nous, on représente déjà des personnes qui sont passées à l'action. Et pour autant, ce qu'on voit, c'est que 47% des personnes qu'on a interrogées nous disent « mais je manque cruellement d'informations quand même » autour de la retraite et autour des sujets économiques. Donc, face à ce constat-là, nous, on se pose la question au quotidien avec les équipes de que faire pour répondre à ça. On m'a dit récemment savoir, c'est pouvoir, mais c'est hyper important, tout cet axe de pédagogie et de contenu que l'on peut proposer. Donc on a mis en place des outils, que ce soit des simulateurs, on a une équipe d'experts qui peut répondre au quotidien à nos adhérents et à nos adhérentes. On pousse du contenu par des vidéos tutos, des formats newsletter. Voilà. Donc on essaye aussi, nous, de faire de la pédagogie, de la vulgarisation, parce que ça reste des produits qui sont quand même techniques, sur lesquels on a aussi besoin de comprendre et de pouvoir prendre après aussi une décision éclairée. C'est tout l'objectif de ce contenu qu'on essaye de pousser. Alors vous poussez ce contenu, mais est-ce qu'il est saisi? Est-ce qu'on s'en empare et est-ce qu'on en est satisfaite?
Voilà, comment... Alors ça, c'est difficile à jauger en fait. Est-ce qu'on s'en empare? Est-ce qu'on s'en empare bien? On voit qu'on continue, nous, à répondre encore beaucoup au téléphone sur des questions sur lesquelles on a besoin de réassurance. Donc le nombre d'appels ne baisse pas, donc on peut se dire que c'est plutôt bon signe. Après, on a eu une note de satisfaction de l'UMR de 8,6 sur 10 en 2024, ce qui est une très bonne note. Donc on voit quand même que nos adhérents et nos adhérentes sont satisfaits du service. Après, c'est toujours difficile de quantifier cette partie sur la note globale de satisfaction. Léa, donc c'est ça une des solutions, c'est deux solutions, hein, vous les avez données. C'est une éducation financière dès le plus jeune âge, donc essayer de mettre ça dans les formations, on va dire collège, lycée, même université. Oui, parce que la première inégalité, c'est est-ce que la famille nous a donné une éducation financière et nous a permis de comprendre l'importance de cotiser pour la retraite ou d'investir pour la retraite déjà de base. Et la production de contenu, Caroline et Léa, vous disiez, c'est une base très importante. On va chercher maintenant un petit peu partout à apprendre soi-même, par soi-même. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qu'il faut comprendre ces sujets, ne serait-ce que pour, par exemple, challenger son banquier. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà posé des questions financières sur les investissements en assurance vie ou sur l'investissement socialement responsable à votre banquier de détail. Les 3/4 du temps, ils n'y connaissent rien. Et c'est ça qui est très difficile, c'est de se dire que les personnes qui sont perçues comme des personnes ressources, comme étant des sachants, n'ont pas forcément tous la connaissance sur les sujets ou les sous-sujets sur lesquels on aimerait être formé. Donc nous, ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on s'est demandé, OK, comment aller intéresser les gens, et plus principalement les femmes, à l'argent, à l'investissement, sans forcément que ce soit toujours dans ces moments critiques, réforme des retraites, voilà, des moments peut-être un peu dramatiques et anxiogènes, mais plutôt dans des moments positifs. Donc la première chose qu'on a fait, c'est aller relayer un maximum de témoignages où les femmes parlent d'argent et d'investissement, mais vraiment de la façon qui les intéresse. C'est-à-dire que elles parlent pas toutes, même si au fond, ça les intéresse toutes. Elles ne parlent pas toutes de taux de rendement d'une manière absolue et définitive. Il faut, au contraire, qu'elles comprennent bien comment ça fonctionne le gain et comment ça fonctionne le risque. Elles s'intéressent beaucoup à où va leur argent. Qu'est-ce qu'il va financer? Il faut savoir qu'il n'y a plus beaucoup de grosses différences entre les femmes et les hommes investisseuses. Aujourd'hui, les femmes investissent encore 3% de moins que les hommes. Elles investissent, mais par contre, elles investissent un peu plus dans l'investissement socialement responsable. Donc, elles ont vraiment cette prise en compte de est-ce que ça aide l'écologie, est-ce que ça aide la société, quel type d'entreprise je finance et vers quoi je vais. Pas toutes, mais en tout cas, c'est une tendance qui se dessine. Donc ça aussi, c'est un sujet qu'on est allé chercher. Et puis vraiment, la question, c'était de dire, là, en fait, quand on vous parle d'investissement au long terme, on vous parle aussi de projet de vie, de qu'est-ce que vous allez faire. Et puis, évidemment, toujours la même chose, on vous parle de couple, de mariage et de divorce, de comment on choisit son statut marital, de comment on imagine qu'on va construire notre retraite ou nos vieux jours, comment on va construire notre indépendance financière, les logements qu'on va acheter et autres, à partir de l'idée qu'on ne sait pas si ce couple durera jusqu'au bout. Donc on fait ce petit exercice mental qui est de se dire, bon alors, au mieux, où j'ai envie d'aller, dans quoi j'ai envie d'investir, je veux que mon argent grossisse. Comment? Qu'est-ce que ça implique de prendre des risques ou pas? Et au pire, qu'est-ce que ça implique? Donc il y a toute cette question-là. Et puis derrière, il y a une autre question qui est importante et qui est encore méconnue aujourd'hui. C'est-à-dire que spontanément, tous là dans la salle, on sait bien que ça joue à un moment. Mais nous, par exemple, on défend un outil qui est utile dans ces cas-là, que les Américains appellent le money date. Donc c'est-à-dire se dire que régulièrement, dans son couple, dans sa vie, on doit se poser des questions sur qu'est-ce que ça implique financièrement, les choix qu'on fait. Par exemple, donc les statuts de mariage ou de Pacs. Bon, voilà, quand on est pacsé pour le droit à la retraite dans les vieux jours, non, il n'y en a pas. Donc ça, c'est une des premières choses à savoir. Si on décide de faire un enfant, mais qu'on passe, par exemple, à temps partiel pendant quelques temps, quelles vont être la baisse de revenus et comment ça va impacter notre retraite et notre cotisation. Et puis même derrière ça, le coût d'opportunité. Vous savez ce que c'est? C'est l'idée que si je refuse une promotion ou une augmentation, non seulement je perds la perte sèche de cette augmentation, de cette promotion, mais je perds aussi l'élan dans le parcours de carrière, dans la réussite, dans le long terme. Voilà, donc c'est aussi
cette façon-là, finalement, de communiquer sur l'argent, qui est peut-être un petit peu moins statistique, bien que j'adore les statistiques, on en met beaucoup. Je crois que sur Plan Cash, c'est un compte Instagram avec à peu près 90 000 abonnés, et je crois que c'est un des comptes Instagram qui cite le plus de chiffres, de stats, de l'INSEE, de la DARES, des entreprises financières. On en cite, en veux-tu, en voilà. C'est votre passé des Échos, c'est pour ça. De quoi ? C'est votre passé dans les Échos qui fait Alors, ça. c'était Challenge, mais pardon. Faut pas leur dire parce qu'ils vont se tirer la bourre. Bon, comme ça, on en a cité 2. Mais voilà, vraiment cette habitude-là de toujours documenter, mais documenter et incarner, quoi. Et vraiment touché par des parcours de vie et de quotidien. Alors vous avez parlé de parcours de vie et de choix justement qui ont des impacts sur notre retraite. C'est ça aussi le plus important, c'est qu'on voit que dans cette étude, 60% des femmes ne se sentent pas assez informées sur la retraite, mais surtout sur l'impact des interruptions de carrière pour élever des enfants sur leur retraite. Donc là, on voit bien qu'il y a une méconnaissance sur je prends une décision, quel impact ça a dans le futur. Marlène, vous êtes dans une relation, on va dire, de longue durée avec les adhérents, c'est tout au long de leur vie. Est-ce qu'il y a des moments stratégiques où vous avez plus d'appels, de questions sur justement les moments de vie? Quels sont-ils? Est-ce que vous pouvez nous les énumérer? Oui, alors effectivement, il y a des moments charnières dans la vie, donc nous on les appelle les moments de vie à l'UMR. En fait, dès le premier jour du premier emploi, il faut pouvoir se poser la question de qu'est-ce que je vais faire de ma retraite. Voilà, donc ça c'est pas évident. Donc si on l'a raté, c'est pas grave. Il y en a d'autres. La maternité pour les femmes, c'est un impact. On l'a déjà dit, mais c'est un impact majeur. Pour tout le monde, en fait, c'est aussi la réception du relevé individuel de situation qui permet là de se poser la question et de se dire un état des lieux en fait de mes droits à la retraite et qu'est-ce que j'en fais et comment je me projette dans l'avenir. Et puis ensuite, il y a toute la deuxième partie de la carrière où les enfants grandissent, on a un peu plus de budget, où la maison est payée, etc. Donc tous ces moments de vie en fait nécessitent de se réinterroger et de se poser la question. Voilà, donc nous on essaye de pousser du contenu autour de tous ces moments de vie. Et puis c'est aussi le rôle des assureurs, je pense qu'il faut le rappeler, c'est d'être présent dans les moments de vie, mais aussi dans les moments de stress ou d'inquiétude. Et donc par exemple, nous on le voit quand les personnes liquident leur contrat, donc vont passer à la retraite, il y a un besoin de réassurer vraiment qui est très fort de pédagogie, de vulgarisation, et de passer du temps avec 1, 2, 3 appels pour expliquer les impacts, parce que après ils sont irrévocables dans la durée. Donc voilà à peu près liste non exhaustive mais importante. Alors on va compléter cette liste parce qu'on a posé cette même question à des conseillères UMR qui sont en lien donc avec les adhérentes pour savoir quels sont les moments de vie où elles sont interpellées et quelles sont les questions qu'on leur pose. On va vous laisser la trouver, il n'y a pas de souci, on a le temps. Véronique, justement, on parlait des moments de vie. Est-ce que pour vous, il y en a d'autres que ceux évoqués par Marlène qui sont importants à prendre en compte? Alors, je rejoins tout à fait ce que vous évoquez. Clairement, c'est aussi ce qu'on rencontre dans la pratique et dans le terrain de l'entreprise. Après, il y a un mouvement, en fait, une lame de fond qui se dessine aujourd'hui autour de la proche aidance. Donc, alors, je suis allée regarder les chiffres de France Travail. Les derniers chiffres publiés indiquent que nous sommes 8 à 11 millions de proches aidants. Alors, je parle de la proche aidance non professionnelle, ce qui représente 61% des actifs. Et la projection à 2030 nous dit qu'un salarié sur 4 va rencontrer une situation ou plusieurs situations de proche aidance dans son chemin de vie professionnelle. Alors ça me ramène à un autre phénomène qui est celui de la génération sandwich. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce vocable de la génération sandwich. On ne va pas sortir de chiffres, simplement ça concerne les personnes qui peuvent avoir des aînés, des parents en vie et qui cherchent à rester autonomes mais s'approchent peut-être de la dépendance, et des grands-enfants qui ont démarré leur vie active mais qui, par choix ou par accident, reviennent
Et donc, il y a cette plaque tournante donc, générationnelle qui est une chance, hein, parce que ça veut dire que l'espérance de vie augmente et que le lien intergénérationnel continue, mais qui est extrêmement demandante de l'émotionnel, puisqu'on est sur un champ de la vie familiale, de l'économique, parce que tout ceci est coûteux, hein, ça se chiffre en euros, et puis dans la temporalité, c'est hyper chronophage. Donc cette situation, quelque part, des générations, enfin de la séquence sandwich, on peut penser qu'elle s'étend à travers la proche aidance à un certain nombre d'autres situations, plus largement sur le spectre des âges, en fait, dans l'entreprise. Il y a 3 causes majeures qui ont été identifiées comme alimentant cette lame de fond de la proche aidance. Donc, globalement, la perte d'autonomie, hein, la dépendance, le handicap et les affections longue durée qui vont grandissantes au motif que nous avons des capacités de diagnostic de plus en plus précoces et de plus en plus tôt dans la vie. Donc c'est comme si vous sortiez un petit peu l'iceberg de l'eau. Donc l'iceberg, il a toujours sa même taille, mais on voit plus grand, donc on en voit plus. Donc on a cette perception-là, qui de toute façon nous amène à nous positionner quand on a à côté de nous, en ascendant, descendant ou collatéral, une situation qui nécessite de l'aide. Alors on est dans un univers où le Code du travail a prévu un certain nombre de choses, hein. Il y a le congé proche aidant, le congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale. Et donc ça correspond à des absences qui peuvent aller de 3 mois à 1 an, pendant lesquelles le contrat de travail peut être suspendu. Voilà, donc quand on suspend un contrat, on suspend sa rémunération. De fait, on suspend les cotisations et on vient introduire des périodes de passage à blanc. Donc cette intermittence que vous évoquiez, hein, donc entre différentes phases de la vie, eh bien, se trouve réinterrogée, peut-être accélérée, en tous les cas diversifiée par d'autres formes d'intermittence. Donc on parle de discontinuité pendant lesquelles il n'y a pas d'acquisition de trimestre, il n'y a pas acquisition de retraite complémentaire, et à la fin, quand on fait le bilan, eh bien, il y a un écart qui se constitue. Je voulais juste rajouter un truc. Vous n'avez peut-être pas précisé très clairement, ou c'est moi qui me trompe, que les aidants, c'était à plus des 3/4 des femmes. C'est encore la même chose que sur la question des grossesses ou sur la question des congés parentaux. Finalement, c'est toujours la même personne qui va faire l'effort de faire ce travail de soins au sein de la sphère familiale. Et donc, c'est cette personne-là qui ne va pas cotiser pendant ce temps-là, ou en tout cas s'éloigner de salaire complet. Alors, merci de la précision, c'est exactement pour ça que j'en parle. Cela dit, l'aidance touche tout individu. Si la problématique est genrée, les solutions, elles, peuvent être génériques. Justement, des solutions, est-ce qu'il en existe, puisque vous dites on perd à la fois des trimestres et aussi la complémentaire, puisque c'est vraiment des périodes de suspension. Est-ce qu'on peut penser suspension et pour autant une continuité pour les cotisations retraite? Alors effectivement, c'est tout le champ, je pense, de la négociation sociale sur le terrain de l'entreprise ou en branche, hein, donc en branche professionnelle, que d'aller interroger finalement ce que l'on peut faire dans le cadre d'un accord d'entreprise pour une continuité de cotisation, de couverture. Et ça se fait? Il y a des exemples actuellement? Et ça se fait. Donc il y a des branches qui négocient sur le sujet, c'est-à-dire qu'elles proposent à leurs adhérents de maintenir tout ou partie de la cotisation retraite sur une base temps partiel ou temps plein, avec une répartition de financement qui peut aller de l'identique jusqu'à une prise en charge. Et encore une fois, c'est vraiment le champ de la négociation sociale qui, là, permet d'articuler ce type de réponse. Est-ce que ces négociations sont difficiles aujourd'hui, en 2025, ou est-ce que non, ça y est, c'est entré dans, on va dire, les mentalités qu'il faut trouver? Vous disiez tout à l'heure, je suis informée, mais il faut que j'agisse. Est-ce qu'aujourd'hui, ces négociations sont faciles à aboutir? Vous qui y êtes, justement. En la matière, je dirais 1000 fois sur le métier, remettons notre ouvrage. Je pense que les changements sociétaux et les changements du monde qui nous entoure sont tels, leur fréquence et leur impact sont surprenants,
Et ils viennent sans arrêt déloger des priorités de long terme pour adresser des enjeux de plus court terme. Et c'est une des explications du fait que, tandis que l'on sait, on peut ne pas faire. Donc, une idée peut-être d'intégrer dans les dispositifs existants, je dirais un petit pense-bête pour que l'on adresse également l'impact sur la retraite quand on est en situation de demander un congé de présence parentale ou un congé de soutien familial. Bon, je crois qu'on peut écouter le témoignage donc, des conseillères UMR. On a la vidéo, on va regarder et les écouter. Bonjour, je suis Séverine, je travaille à l'UMR depuis 3 ans, je suis au service commercial B2C. Je suis sur des appels entrants ou des rendez-vous au niveau des adhérentes par rapport au PER. Moi, c'est Lucie, je suis conseillère commerciale au sein de l'UMR depuis 4 ans. Mon rôle, c'est d'accompagner les adhérents pour adapter leur contrat au mieux à leur situation. Alors moi, ce qui m'anime, c'est le contact humain, la relation avec les adhérents et le fait de pouvoir vulgariser la retraite, qui est un sujet complexe. Ce qui m'anime au quotidien, c'est de pouvoir avoir le contact avec les adhérents et leur expliquer la retraite. J'accueille une adhérente au téléphone. Je prends mon temps pour bien expliquer en fait, le fonctionnement du plan d'épargne retraite, puisqu'il y a beaucoup d'informations autour de la retraite et les adhérentes sont parfois un peu stressées et ne savent pas par quel bout s'y prendre. Donc voilà, le but c'est vraiment d'être pédagogue. Alors c'est en présentant nos produits, c'est leur indiquant qu'on est sur des PER en points et des PER multi-supports. On peut faire des estimations de leur future retraite et faire du prévisionnel. J'ai une anecdote au sujet d'une maman adhérente à l'UMR qui souhaite protéger sa fille et qui m'a demandé de recontacter sa fille pour qu'on puisse faire une simulation pour un plan d'épargne retraite. Moi, mon anecdote, donc, ça date d'hier soir. Une femme qui est en instance de divorce et qui s'est rendue compte qu'à la retraite, elle n'aurait pas grand-chose. Donc, nous a recontactés pour augmenter ses cotisations. Il y a des femmes qui mettent leur carrière en suspens pour élever les enfants. Elles se rendent compte à quelques années de la retraite qu'elles vont avoir une petite retraite. Donc il y a des époux qui montent les cotisations de leur épouse pour qu'elles puissent avoir une rente plus importante. Le conseil que je donnerais aux femmes pour bien anticiper leur retraite, c'est d'ouvrir un plan d'épargne retraite dès le début de leur carrière, même avec une petite cotisation. Ça permet de lisser l'effort d'épargne et puis d'augmenter au fur et à mesure de l'augmentation des revenus. Il est toujours temps de préparer sa retraite. Caroline, c'est pour vous. Il est toujours temps de préparer sa retraite. C'était spécial pour moi. Oui. Vous la préparez comment, vous, maintenant que voilà, vous avez passé les 3 premières années de votre vie d'entrepreneur? Alors, pour être sincère, la première chose que j'ai fait avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, quand j'ai tout perdu du jour au lendemain après 8 ans aux US et que je me suis retrouvée en France sur le carreau, chez mes parents, j'ai participé au sandwich parce que ma mère s'occupait de mes grands-parents qui étaient malades. Et c'est vrai que mon père était là aussi, mais je le sens encore dans la génération de mes parents, ce poids de finalement aider, c'est une tâche de femme. Et c'est marrant parce que mon père est loin d'être un égoïste ou un macho, mais c'est vraiment ma mère qui a pris spontanément et très viscéralement, très primitivement, ce rôle-là. Et c'est aussi elle qui a aidé Tanguy, qui est revenu à 28 ans sous le toit familial en ayant tout perdu, à se remettre de ses émotions. Et la première chose que j'ai faite quand j'ai décidé de devenir entrepreneur et que j'ai quitté le confort d'un CDI dans lequel je suis restée juste 1 an, en fait, je me suis dit, j'achète un appartement. Parce que la première chose que je me suis dit en devenant entrepreneur, c'est waouh, je vais être encore plus instable que l'instabilité que j'ai vécue à New York pendant 9 ans. Donc, je me suis dit, j'achète un appartement. Et en fait, je me suis dit, au pire du pire,
Si tout va mal, la retraite, ce sera ça. Mais ça a été mon premier coussin, comme disent les conseillers en gestion du patrimoine. Et après, le deuxième réflexe de survie que j'ai eu, c'est de me rendre compte que souvent dans l'entrepreneuriat, on vit très au jour le jour. Moi, j'ai un métier où, en fait, si demain je tombe malade ou si demain il se passe quelque chose qui fait que, par exemple, je suis même grippée pendant 1 mois et demi, tous mes revenus sont actifs. Donc en fait, mes sources de revenus, c'est mon podcast. Et alors, je sais pas, Léa, tu vas peut-être me dire que je suis mauvaise élève, mais moi, je dois avoir 3-4 épisodes d'avance max. Après, je suis dans la zone rouge. Et derrière, en fait, ce ne sont que des conférences, ce sont que des consultations où on a besoin de moi en présentiel. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais créé que des actifs. Donc mon premier réflexe quand j'ai pu sortir la tête de l'eau à l'année 1, ça a été de créer des coussins et de me dire comment est-ce que je peux générer des revenus passifs. Donc ça peut être aussi bête que si vous êtes expert dans un domaine, sortir un livre, même si ça ne vous rendra pas riche. Spoiler alerte, on peut en parler après si vous voulez, je vous donnerai des chiffres qui font peur sur l'industrie de l'édition. Ça ne vous rendra pas riche, mais en fait, avoir des assets comme mettre des petits tickets dans des startups, le capital risque. Là, il n'y a pas beaucoup de femmes qui commencent à faire ça, mais en fait, moi, tout de suite, je me suis dit, je vais diversifier. Oui, c'est intéressant j'ai aussi des livrets d'épargne, j'ai tout ce qu'il faut, mais en fait, je me suis pas dit, je vais faire un all-in et je vais mettre tout sur une seule niche où je vais attendre que l'État me propose des réformes de retraite adaptées à mon cas. Je me suis dit, OK, là, cette année, mon gros investissement, c'est que j'ouvre un lieu dans le sud de la France. J'ai mon appartement qui est devenu un studio d'enregistrement. Et en fait, à chaque étape de ma vie entrepreneuriale, je me suis dit, OK, j'ai sécurisé un actif, j'ai de quoi respirer un peu. Comment est-ce que je peux mettre en place du passif? Donc, j'ai de la formation, j'ai du livre, j'ai un livre, pardon. Je vais ouvrir un lieu et du coup, j'investis dans la brique, dans des startups, dans des assets passifs autour de mon expertise. Et ça a été un peu mes réflexes prévoyance, comme on pourrait dire. Léa, qu'est-ce que vous pensez de ces réflexes prévoyance? J'ai été challengée, donc il faut que je donne un avis. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Mais enfin, soyons très honnêtes. Pour pas mal de Français, leur plus gros actif à la retraite, c'est finalement leur appartement. Je veux dire, pas forcément pour les cadres reçus, pour les personnes qui ont des revenus très élevés, mais pour certains, c'est leur appartement. Et bon, c'est pas sexy quand on en parle, mais c'est pour ça que des méthodes comme le viager existent, pour pouvoir vivre et avoir des revenus en revendant des petites parts, en gros, de son bien, tout en ayant un toit sur la tête en cas de retraite, s'il manque des choses. Donc ça, déjà, c'est un très bon réflexe. Un autre réflexe que je trouve intéressant et que tous les entrepreneurs n'ont pas, et tous les comptables non plus, je suis très fâchée contre notre premier comptable à cause de ça, c'est qu'on nous compare toutes les situations pour se rémunérer en tant qu'entrepreneur quand on commence à sortir ses premiers revenus. Est-ce qu'on va se rémunérer en fin d'année sous forme d'actions ou de dividendes? Est-ce qu'on va se rémunérer un peu tous les mois? Est-ce qu'il faut aller sous un système de salaire où on va payer beaucoup de cotisations sociales? Et en France, on aime bien râler contre les cotisations sociales, sauf que la réalité, c'est que c'est aussi nos cotisations retraite. Et nous, au début, nos premiers revenus, on se les est versés, on était là, mais on ne cotise pas pour la retraite? J'en donne des leçons à tout le monde et on ne cotise pas pour la retraite. Donc, on a choisi, et c'est volontaire, on a choisi de se payer en tant que salarié, en tant qu'entrepreneuse salariée, pour avoir notamment ces systèmes de cotisation, même si par ailleurs, on sait qu'on ne cotise pas pour le chômage. Donc, il y a cette question-là. L'autre chose que tu aurais pu faire, mais vraiment, c'est super, hein, c'est très bien. L'autre chose que tu aurais pu faire, c'est ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire se dire que je mets une petite part de mes revenus de côté tous les mois, sous une méthode qu'on appelle l'investissement programmé ou le dollar cost average à l'américaine, en se disant voilà, tous les mois je mets un peu de côté sur une assurance vie, un PER, peu importe, voilà, un projet de long terme. Bon tu vois, c'est très bien, mais c'est vrai que la première année c'est pas à quoi on pense tout à fait. Je veux bien ajouter, je suis d'accord avec toi Léa, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on m'a dit mets-toi le max en dividendes et ne te paye pas le plus longtemps possible et je suis d'accord avec toi, j'ai reçu ce conseil, mais j'étais déjà méfiante des banquiers en général, donc en fait je ne fais jamais exactement ce qu'on me dit et je me suis tout de suite dit comment est-ce que je peux me diversifier pour mieux me protéger, mais c'est effectivement un conseil qu'on m'a donné. Un mauvais conseil. Oui, et on parlera peut-être aussi du conjoint collaborateur et du fait qu'il y a encore malheureusement plein de légendes urbaines qui circulent.
Dans l'étude qui vient de sortir, 69% des femmes affirment ne pas savoir comment le statut de travailleur indépendant impacte leur retraite. Donc c'est énorme, c'est 70%. Donc là, oui, effectivement, la pédagogie est absolument nécessaire sur ce sujet. Sans compter que les femmes sont majoritaires dans des statuts encore plus précaires comme le micro-entrepreneur. Là-dessus, justement, sur cette nouvelle génération, on sent que voilà, l'envie, c'est d'avoir à la fois peut-être plusieurs métiers, plusieurs entreprises, peut-être même plusieurs statuts, donc ça vient encore plus complexifier la retraite. Est-ce que dans les gens que vous suivez et que vous essayez de conseiller, justement, est-ce qu'il y a ces questions qui ressortent et est-ce qu'il ne faudrait pas un guide de l'entrepreneuriat et de la retraite pour informer davantage ? Je n'avais pas anticipé que ça allait être mon moment. J'ai l'impression qu'on arrive, et on suit les États-Unis de près, il n'y a pas besoin de boule de cristal, dans ce qu'on appelle la gig économie. C'est-à-dire que finalement, les gens commencent à se dire « mais j'ai une expertise ». Pourquoi est-ce que je serais forcée de travailler de 9h à 18h et pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me louer, finalement, louer mes compétences. Vous savez, aux États-Unis, et je prends volontairement un référentiel absurde, mais si vous décidez de travailler de 18h à 19h sans aucune compétence, vous pouvez faire la queue de quelqu'un qui veut un sandwich chez Cédric Grolet, et c'est un sandwich qui est à 100 exemplaires seulement pendant une demi-heure. Et en fait, du coup, il y a des gens qui sont payés pour faire la queue dans des situations absurdes aux États-Unis, mais parce que, en fait, c'est déjà la ubérisation poussée à son paroxysme. Et en fait, qu'on le décrit ou pas, l'économie, elle prend ce tournant-là, elle se morcelle, et on le voit avec la montée des indépendants et la montée aussi des intrapreneurs. Des gens qui sont à l'intérieur des entreprises et qui se disent bah, « moi, j'aimerais bien, comme chez Buffer, tous les vendredis, pouvoir développer mon propre projet. Bah, moi, j'aimerais bien, on est podcasteuses toutes les deux, et je suis sûre qu'il y a des podcasteurs dans la salle. Levez la main s'il y a des... Ah, et voilà. Il y a de plus en plus de personnes qui disent bah, moi, j'aimerais bien avoir mon petit média, ma newsletter, mon podcast. Et en fait, de plus en plus, il y a des voies de monétisation qui arrivent très très vite. Ça s'appelle l'économie des créateurs. On le voit aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui déposent leur statut. Ils vont pour monter une boîte et au final, ils ouvrent un compte Instagram qui leur apporte plus d'argent que leur boîte. Et on arrive en fait dans ce monde-là où finalement, en fait, les revenus que vous allez pouvoir générer, ils vont plus venir d'un 9h-18h, mais ils peuvent venir d'opportunités insoupçonnées que vous allez pouvoir développer dans les à côté. Donc je pense que tout ça aussi, c'est effectivement, on peut se poser la question de comment maximiser sa retraite, mais moi, une question à laquelle je réponds en permanence, c'est comment maximiser ses revenus et avoir une vie aussi qui correspond plus à ce qu'on a envie, au lieu d'attendre que ça nous tombe dans le bec. Comment est-ce que je peux faire en sorte de regarder là où mon savoir-faire est le plus utile pour le mettre au bon endroit, au bon moment, devant les bonnes personnes. Alors les femmes, lorsqu'elles décident de préparer leur retraite, comment le font-elles ? Ça, c'est aussi un enjeu important. 42% dans l'étude eAdvice disent 42% des femmes ne pas du tout préparer financièrement et individuellement leur retraite, et ça, quel que soit leur âge. Est-ce que ce sont des tendances que vous observez, Marlène, également à l'UMR, la préparation de la retraite est moins forte chez les femmes que chez les hommes ? Alors, nous, dans notre portefeuille, on a quand même 61% de femmes. Donc les femmes sont majoritaires dans notre portefeuille. Donc elles préparent, elles ont déjà anticipé, elles sont là avec une préparation. L'âge moyen de nos cotisantes, donc qui sont encore en vie active, est aux alentours de 51-53 ans. Pourtant, toutes classes d'âge confondues, elles cotisent moins que les hommes. Donc elles sont là pour préparer, mais on voit qu'en termes de revenus, et ça fait vraiment écho à tout ce qu'on vient de dire, elles cotisent moins, donc nécessairement les pensions versées une fois qu'elles liquident sont inférieures. Voilà, donc en fait, ça fait le lien avec l'étude qu'on avait tout à l'heure sur les inégalités sociétales. Elles se reproduisent aussi dans les portefeuilles comme celui de l'UMR. Et l'âge moyen de la cotisation
c'est 50 ans, c'est ça? L'âge moyen de nos femmes qui cotisent, 51 ans. 51 ans. Tout à fait. Donc c'est assez tardif. Lorsque tout à l'heure vous disiez dès le premier jour de la... on n'y est pas, oui. On n'y est pas du tout. Il y a c'est pour ça que je disais, si on le rate ce premier jour, c'est pas grave. Il y en a d'autres des moments de vie, mais c'est vrai que on a perdu 30 c'est ans. assez tard. Oui, tout à fait. Bon, concernant peut-être les femmes seniors qui sont en activité, peut-être qu'effectivement, elles ont commencé à cotiser qu'à partir de 50 ans. Elles n'ont pas suivi tous les bons conseils de Léa. Elles sont salariées. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire que tout n'est pas fichu? Elles peuvent peut-être avoir une bonne retraite. Je m'inclus dedans. Est-ce qu'on peut avoir une bonne retraite, Véronique? Alors, il y a effectivement des dispositifs qui existent et qui sont finalement un peu connus quand on discute avec les différentes personnes, employeurs ou salariés, notamment celui de la retraite progressive, donc qui permet, à partir de certaines conditions d'âge et de nombre de trimestres déjà cotisés, de travailler à temps partiel. Donc c'est un format qui se situe entre 40 et 80% et de percevoir une partie de sa retraite au prorata, donc du temps complémenté. Donc l'ensemble reconstitue une ressource, alors qui n'est pas à l'identique d'un temps plein, mais néanmoins, qui permet de cheminer encore dans sa vie professionnelle, continuer à acquérir des trimestres. Alors certes, sur des niveaux de rémunération moindres, puisque à temps partiel, on touche moins qu'à temps plein, mais ça ne fait probablement pas partie des 25 meilleures années d'une reconstitution de carrière, mais ça permet peut-être, sur certaines trajectoires féminines, d'aller de l'âge légal vers l'âge du taux plein. Et donc d'atténuer l'effet minorant que peut avoir l'âge légal quand on n'a pas la totalité de ses trimestres. Ça peut motiver pour faire quelques années de plus, parce qu'on se dit on est à temps partiel, ce sera moins dur. Exactement, ça peut motiver, mais ça peut aussi motiver l'entreprise d'aller recruter donc des seniors qui se proposeront sur des temps partiels avec cette perspective-là de reconstituer une ressource et donc de pouvoir prétendre à des missions ou à des contributions d'expertise sur une tarification au prorata temporis. Embaucher quelqu'un à 50% du temps, c'est pas le même budget qu'à 100%. Et cet appel-là peut faire se rencontrer l'offre à la demande dès lors que les gens le savent. Parce que comment actionner un levier si on l'ignore? Donc ça, c'est un exemple. Et pour l'entreprise, quel est l'intérêt aussi de faire ça? Parce que pour que ça marche vraiment, il faut que ce soit dans les deux sens et pour que ce soit mis en place. Qu'est-ce qu'elle y gagne, l'entreprise, à faire ça? Alors l'entreprise peut trouver à travers ce dispositif des solutions pour répondre à des challenges d'organisation du travail qu'elle rencontre, comme par exemple lorsqu'elle a une organisation du travail en équipe et qu'à l'intérieur de cette équipe, eh bien, de 8, 3, 8, 5, 8, 7, 8, il y a un collaborateur qui bascule en temps partiel ou qui est momentanément absent, aller rechercher des compétences qui pourront complémenter cette absence sur le marché de l'emploi, c'est particulièrement compliqué. Aller les chercher à l'intérieur de l'entreprise sur des publics seniors qui travaillent, qui basculent à temps partiel, c'est beaucoup plus accessible. Ça peut être le cas également si l'on a besoin de s'adjoindre des compétences mieux sachantes sur des domaines réglementaires ou en vue d'un renouvellement de certification ISO ou de projets spécifiques pour nourrir des équipes projets dans une temporalité, une durée qui est différente. Donc ça permet de recruter plus facilement et mieux, puisque ce sont des gens qui connaissent parfaitement l'entreprise, et du coup ils seront plus agiles, c'est ça? En tous les cas, recruter différemment, avec une intelligence situationnelle déjà éprouvée, pour avoir rencontré d'autres projets du même type. Léa, est-ce que les femmes seniors, en tout cas, on va dire à partir de 55 ans, vous parliez d'une application numérique, vous parlez de plan cash, est-ce que c'est aussi votre public ou pas? Non, pas trop. Et ben voilà. Notre public, c'était vraiment d'aller chercher le public jeune ou en milieu de carrière qui a encore,
le maximum de probabilité de jouer sur ses investissements et sa retraite. Donc c'est vrai que nous, notre public, il est entre 28 et 45 ans, en grosse majorité. Mais il existe aussi de l'information pour les femmes un petit peu plus âgées, pensées comme cela, notamment pour la dernière décennie de la carrière. Vive Média, qui du coup sont des concurrentes du groupe Bayard, que vous pouvez retrouver aussi sous forme de newsletter. Voilà, il existe d'autres sources pour les femmes d'autres âges, mais c'est vrai que nous, on s'est intéressé beaucoup sur les étapes où on fait des enfants, où on performe, où on choisit aussi d'aller vivre différemment sa vie personnelle ou sa vie professionnelle. Je pouvais vous donner quelques petits... Avec plaisir, allez-y. Voilà, parce que je m'étais préparé un truc tout bête, hein. Peut-être que tout le monde sait ici, mais je me rends compte que souvent en conférence, tout le monde ne sait pas qu'une carrière complète, elle se calcule sur la base de trimestres et de revenus, mais ce n'est pas forcément l'idée d'avoir travaillé l'année en entier. C'est d'avoir cotisé ces 4 trimestres. Et pour avoir cotisé ces 4 trimestres, il faut avoir travaillé l'équivalent de 150 fois le SMIC horaire minimum. Donc en gros, si on a travaillé l'année précédente, mais qu'on s'est arrêté un peu pour une grossesse, pour un ennui de santé, pour partir en voyage ou quelque chose comme ça, mais qu'on a gagné au moins 7 000 €, alors j'ai oublié les poussières, mais en gros on est sur 7 000 € sur 2024, et ben on a quand même cotisé ces 4 trimestres de retraite. Donc c'est ça qui est important. Prendre un congé sabbatique ou un congé parental long, attention pas congé maternité mais congé parental long, eh ben, il faut choisir ses dates. Il faut éviter de le prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre parce que du coup on cotise rien du tout, alors que si on le prend à cheval sur les 2 années, on peut réussir quand même à cotiser ces trimestres. S'il nous manque 20 trimestres dans une carrière, on perd 25% de sa retraite. Ça, je pense que voilà, il faut être conscient. Ça paraît pas si long, en fait, si on a eu 3 enfants, mais en fait, c'est très très long. Parfois, quand on reprend le travail après s'être arrêté quelques années, par exemple, une femme qui aurait arrêté de travailler pendant quelques années et qui aurait des difficultés à retrouver du travail vers les 55 ans et qui accepterait une petite mission de temps en temps. Cette petite mission et cette année de très mauvaise cotisation risquent d'être prises en compte dans les 25 meilleures années. Donc là encore, est-ce que je retravaille un petit peu ou pas ? Voilà, c'est des systèmes absurdes, hein, j'en suis totalement consciente, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis par exemple, quand on prend des temps partiels à la retraite, on peut prendre un temps partiel en demandant et en négociant avec l'employeur de cotiser sur une base temps plein. Alors oui, on va avoir encore plus de cotisations sociales sur sa fiche de paye, mais par contre, on sait que même si on a moins travaillé en taux horaire, eh ben quand même, à la fin, on aura cotisé tout autant pour sa retraite. Voilà, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a plein. Allez, si j'en cite un de plus, la pension de réversion, si on divorce ou si on touche la pension de réversion de son ancien conjoint et que finalement on se remarie, eh ben on perd la pension de réversion du précédent conjoint. Donc là encore, bon, nous chez Plan Cash, on milite pour une individualisation des aides des cotisations sociales, mais ce n'est pas le cas en France. Donc ça aussi, c'est des petits critères comme ça qu'il faut prendre en compte. Et je vous l'avoue, c'est très compliqué. J'ai vraiment l'impression que c'est un gloubi-boulga administratif. Véronique, juste, vous avez expliqué là, le maintien des cotisations retraite. C'est faisable, c'est facilement négociable avec son patron ? Alors, tout dépend des circonstances. C'est important, notez bien. Moi, je pense beaucoup, je crois beaucoup au collectif. Et je pense que dans le développement des politiques sociales, dans un souci d'attractivité, dans un souci de rétention des collaborateurs et d'engagement, travailler sur, par exemple, les cotisations retraite en équivalent temps plein, tandis qu'on est à temps partiel dans une entreprise, eh bien, ça fait sens sur un collectif. Donc, le risque, si on le fait au cas le cas, c'est de se situer dans une posture qui sera ressentie ou qui pourra s'assimiler à de la discrimination et derrière s'ouvrir sur des champs de problématiques d'une autre nature qui ne sont pas forcément ceux qui étaient visés dans la première intention. Donc je dirais en synthèse, penser collectif pour un impact individuel. Marlène, puisqu'on parle de collectif, je vais vous donner la parole. Justement, comment est-ce que vous essayez d'identifier les problèmes et les solutions qui vont avec, puisqu'il faut parler collectif ?
Je pense qu'à l'UMR, on essaye toujours de se réinventer. La table ronde de ce soir en est un bon exemple. Et on a des équipes très, très engagées pour ça et qui ont beaucoup d'idées. Donc, on met beaucoup de solutions en place, qu'elles soient très concrètes comme des points de préparation à la retraite pour aider nos cotisants à y voir plus clair dans ce bloubi-boulga de la retraite et de les aiguiller pour faire un peu le tri. On rencontre aussi beaucoup nos adhérents via des temps forts, que ce soit dans nos régionales. Donc là, c'est vraiment l'UMR qui se déplace en région et on va au contact du terrain. Parce que c'est par cette compréhension de qui sont nos clients qu'on peut mettre après les stratégies en place. Donc cette année, on ouvre notre stratégie servicielle, dans laquelle on a des points information retraite et on va proposer pas mal de services en cas de divorce, en cas de soutien psychologique, etc. Avec l'appui du groupe Vive, on va pouvoir vraiment développer et s'ouvrir tout un champ des possibles et répondre au-delà de la problématique financière, plutôt par une stratégie de service. Léa, si aujourd'hui on a une jeune femme qui commence sa carrière, si vous aviez un conseil à lui donner, ce serait lequel ? Je vous demande de réfléchir vous aussi, parce que je vais vous poser la question. Un seul conseil, le premier. En se projetant sur la retraite. Tout à fait. C'est vraiment d'avoir un budget nickel dans lequel on épargne, voire on investit un petit peu tous les mois, même un tout petit peu, même 50 € quand on démarre, parce que au bout d'un an, au bout de plusieurs années, grâce à l'usage des intérêts composés, ça peut représenter des petites sommes importantes sans forcément qu'on s'en rende compte. Je dirais ça. Véronique ? Sur la même question ? Oui. Moi j'aurais ce conseil d'orienter sur la prise de décision éclairée. Ne pas hésiter à aller chercher de l'information, à croiser l'information. On parle du deuxième avis. Aller chercher un deuxième avis, en parler autour de soi et agir en se préservant la possibilité de réorienter. Mais passer à l'action. Sur les entrepreneurs, moi je dirais l'entourage. C'est vrai qu'on a accès à de plus en plus de contenu, ça va devenir un problème bientôt. Ce sera un problème de riches, mais avec l'IA, malheureusement, on ne saura plus où donner de la tête. Donc je pense que Internet se privatise et que de plus en plus, il y a des communautés qui sont en train de se rétrécir autour de centres d'intérêt. Il y en a de plus en plus qui documentent justement, pour les femmes, comment oser gagner plus d'argent parce qu'on mérite. 2, comment économiser plus, parce que forcément on aime bien dépenser aussi, on est dans une société de consommation, donc on est tout le temps tenté. Et 3, effectivement, comment voir venir et comment mieux se protéger. Et en fait, il y a plein de bouquins ces derniers temps qui sont sortis, ces 5 dernières années. Je trouve qu'il y a un vrai réveil des consciences économiques pour les femmes. Notamment, moi, tu vois, j'ai eu un moment tout bête. Je lisais un livre et je réalisais en fait le coût des tâches domestiques. Et c'est même sorti il n'y a pas longtemps dans le Capital et ça me faisait trop rire parce qu'il y avait un couple et le mec était un peu en sueur parce qu'ils étaient en train de calculer. Ah mais attends, 4 mercredis par mois, tu me dois 600 balles. Il était là, mais attends, non, moi aussi j'ai fait la vaisselle un peu. Et c'était assez rigolo parce qu'en fait on se rendait compte que oui, une femme qui travaille à temps partiel, j'ai adoré ce que vous avez dit parce qu'en fait, moi aussi, ma maman, elle s'est mise à temps partiel de façon hyper naturelle et par chance, elle est toujours avec mon père et donc elle a été protégée par ça. Mais en fait, c'est vrai que nous les femmes, il n'y a personne dans notre génération, sauf si on met le nez dans des bouquins qui sont des bouquins dits féministes, alors qu'ils ne devraient même pas être étiquetés comme tels. Mais en fait, c'est ça le travail d'égalité aussi, c'est nous dire, c'est vrai que quand ton compagnon, il paye le crédit et que toi, tu payes les courses, en fait, à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Et moi, j'avais jamais conscientisé ça. Pourtant, j'ai un Master 2 et j'ai fait plein d'études. Mais comme quoi, on n'a pas accès à des informations si facilement que ça. Donc, s'entourer, l'entourage, le pouvoir des communautés, rentrer dans des clubs deals si vous avez envie de commencer à investir. C'est pareil aux US. Toutes les nanas, elles sont dans des deal clubs avec leurs copines. C'est un truc quasiment branché. C'est les nouveaux clubs business, c'est des clubs deals. Et en France, en fait, on commence tout juste à se dire, ah oui, l'entourage, il a de la valeur aussi dans les décisions qu'on prend dans la vie. On a parlé des partenaires, mais le choix de nos amis, il va aussi faire en sorte que quelque part, on va avoir une réussite financière plus ou moins, je pense, avec plus ou moins d'acuité. On va pouvoir avancer dans la vie et mieux comprendre notre épargne.
Léa, je voulais juste compléter, s'il y a des personnes intéressées, les ouvrages que tu cites, c'est Le prix à payer de Lucille Quillet qui vient de sortir en poche et en version BD, pour vraiment ceux qui ont la flemme. On ne l'avait pas préparé, promis. Ensuite, il y a Titio le coq, le couple et l'argent. Et puis nous aussi, on a ça sur l'application Plan Cash. Mais voilà, il y a 2 bouquins qui sont en vente en ce moment et qui sont aussi intéressants pour ces messieurs. Parce qu'on en a quand même un peu marre que mesdames fassent des fiches de résumé pour ces messieurs. Marlène, est-ce que vous voulez ajouter un conseil ? Oui, du coup, je pense que pour conclure, ce qu'il faut se dire, c'est que si on a raté le jour 1, il reste le jour 2, le jour 3. Il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions autour de sa retraite. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Bon, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de soirées thématiques à venir. Donc, le Money Time avec mon chéri. Les soirées karaoké, j'oublie, je fais des soirées deal, je sais pas quoi. Calcul, voilà, du coup, des tâches domestiques. Bon, ça va être une charge mentale en soi. Ils vont me détester dans l'assemblée. Merci en tout cas pour ces échanges passionnants. J'espère qu'on vous a donné des clés concrètes et puis surtout provoqué le déclic. C'est ça qui est le plus important, quel que soit le jour où vous en êtes. Il est toujours temps de vous mettre en action, si j'ai bien compris. Je vous propose de regarder une vidéo maintenant. C'est le témoignage d'une conseillère mutualiste de la MGEN. C'est là où nous nous trouvons. Donc, on les remercie de nous accueillir pour cette première table ronde dédiée aux femmes. Et elle va nous parler justement de son accompagnement au quotidien avec les femmes. On va les applaudir. Hein. Elles le méritent. Merci beaucoup. Je suis Célia de Almeida-Fontvieille, conseillère spécialisée à la MGEN depuis 8 ans maintenant et j'exerce à l'agence donc de Saint-Étienne. C'est de faire face à des aléas de la vie, des moments de vie, des choix qu'elles sont amenées à faire par rapport à leur vie personnelle parce que les femmes souvent se confient en disant qu'elles doivent aussi faire face à la vie familiale et souvent c'est elles qui, au détriment de leur travail, ont un impact plus important de disponibilité sur la famille. J'ai un exemple que je peux partager d'une adhérente que j'ai rencontrée. Elle avait fait le choix de mettre entre parenthèses sa carrière d'enseignante pour la consacrer donc à ses 3 enfants, pour les élever. Et quand je l'ai vue, c'est au moment où elle a repris son activité d'enseignante. Et là, elle a pris conscience que pendant 8 ans, elle n'avait pas cotisé. Ça veut dire qu'à la fin, quand on valorise la période d'activité, il y a un trou. Donc ensemble, on a trouvé une solution pour lui permettre de compenser en quelque sorte les trimestres qu'elle n'a pas pu cotiser. Anticiper, c'est ne pas subir. On ne sait pas de quoi demain est fait. Anticiper, c'est se donner les moyens aussi de ne pas être au pied du mur. Je pense à une qui est partie en Italie pour rejoindre son conjoint, donc qui a arrêté son activité professionnelle pendant une petite période. On a mis ensemble une solution en place, elle est partie, elle m'a remerciée. Moi, c'est mon travail d'accompagner, d'apporter des solutions. La satisfaction, c'est d'avoir justement ce retour des adhérentes quand ça leur convient. De ne pas attendre, parce que si on ne fait pas quelque chose, on va se retrouver en situation de dépendance. Et anticiper, c'est agir et c'est se protéger. Alors, selon moi, l'accompagnement d'une mutuelle face aux enjeux de la retraite pour les femmes serait qu'elle sache justement s'adapter à toutes les situations, se projeter et aller jusqu'à la retraite dans de bonnes conditions. Je vous propose d'accueillir Delphine Maisonneuve, qui est directrice générale du groupe Vive. Bonjour. Voilà, on entendait un mot qui est revenu plusieurs fois, anticiper. Ah, voilà, de la musique pour vous. Est-ce que c'est le mot-clé, finalement, l'anticipation? Alors moi,
Alors j'ai envie d'aller chercher peut-être un peu plus qu'un mot-clé, mais anticiper certainement. Et finalement, ce qui est assez troublant, c'est que les femmes ont souvent tendance à anticiper. La charge mentale, ça veut bien dire quelque chose, mais anticiper pour qui? Pour les autres. Mes enfants, mes parents, etc. Et donc là, c'est vraiment anticiper pour soi. Donc une fois que j'ai dit anticiper, j'ai envie de dire soyez indépendante, soyez égoïste. Voilà, il faut vraiment, cette logique d'indépendance dans votre vie professionnelle, elle est aussi dans ce sujet de la préparation de la retraite. Alors c'est bien d'acheter une maison à 50-50, c'est bien, voilà, mais votre patrimoine, votre préparation de la retraite, vos trimestres. Parce que effectivement, on peut avoir la chance de ne pas divorcer, mais c'est quand même pas la majorité des cas. On peut avoir la chance d'être protégé par son conjoint, mais c'est quand même pas la majorité des cas. Donc pensez à vous. Si ce n'est pas pour vous, c'est pour les gens que vous aimez autour de vous, mais pensez à vous. Et donc, il y a cette indépendance, ce besoin de penser à soi pour, si on le souhaite, penser ensuite aux autres. Je prendrai une image, c'est comme l'histoire, vous savez, quand vous prenez l'avion, on vous dit, si ça dépressurise, d'abord, vous mettez votre masque à oxygène et puis après, vous mettez le masque à oxygène à côté. D'abord, vous préparez votre retraite et puis après, vous pourrez aider vos parents, vos enfants, vos conjoints, tout ce que vous voulez. Donc, préparer la retraite. Alors, c'est bien sûr les trimestres, les cotisations. Là, on a eu plein de super bons conseils, mais c'est aussi préparer au travers de l'entreprise, quand vous avez un outil de préparation à la retraite collective, ou préparer à titre individuel. Et donc là, c'est là que quelqu'un comme l'UMR, qui fait très très bien, et des équipes qui font très très bien leur boulot, vous les avez entendus tout à l'heure, peut vraiment vous aider à faire ce qui est vraiment important, c'est-à-dire prendre le temps de réfléchir à vos besoins, vos envies. Et donc, le troisième mot que j'ai envie d'embarquer, donc on a dit anticiper, on a dit, alors j'ose pas dire soyez égoïste, mais soyez indépendante, voilà, comme ça c'est mieux. Et puis 3, c'est le conseil, allez chercher du conseil. Allez chercher du conseil. Et le conseil, c'est pas de dire je veux mettre tout sur un livret A, pas de risque, pas de problème, liquide tout le temps, non. Parce que la réalité, c'est que dans la durée, et préparer sa retraite, si on a anticipé, c'est de la durée, il faut au contraire aller chercher un peu de sécurité, mais beaucoup d'investissement, parce que finalement, dans la durée, c'est ce qui permet de se constituer le mieux son patrimoine. Mais ça, quand on n'est pas dedans tous les jours, tout seul, c'est compliqué. Et donc là, le conseil peut vraiment faire la différence. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que dans la table ronde qui vient d'avoir lieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué et que vous aimeriez nous commenter? Moi, déjà, j'ai trouvé absolument incroyable de voir toutes ces entrepreneuses qui jonglent à gauche et à droite. Moi, j'ai eu une vie plus classique. Alors, j'ai beaucoup déménagé, ça oui. J'ai pris des risques, j'ai vécu un peu partout, mais j'ai toujours été salariée. Donc, le risque, c'était de changer de job ou de changer de boîte, mais pas de partir à l'aventure avec l'entrepreneuriat. Mais on voit bien que cette aspiration à créer, à produire, elle est vraiment incroyable. Et pour autant, ça n'empêche pas de se dire, oui, mais alors, comment je rajoute un étage? Comment je fais un complément? Sous quel mode je me rémunère pour pas seulement penser à aujourd'hui, mais penser aussi à demain ou après-demain? Donc je trouve que ça, c'était extrêmement frappant. Et puis après, ce que je trouve absolument incroyable, c'est combien on sait qu'il faut se préparer. On le sait qu'il faut se préparer. Mais alors ce côté, passer à l'action, donc si vous ne l'avez pas fait jour 1, il faut le faire jour 2. Si vous ne l'avez pas fait jour 2, faites-le jour 3. Alors, je vais faire quand même une petite plainte. On peut avoir plus de 50 ans et être performante. Je vous le dis. Et même à plus de 50 ans, on peut mettre un peu le turbo sur sa préparation de retraite, augmenter ses versements pour justement mieux préparer sa retraite. On peut se faire une petite simulation de ses trimestres pour voir ce qui manque, pour éventuellement racheter des trimestres. Mais on peut surtout dire, là, je vais mettre un peu de sous de côté parce que je serais bien contente au moment de la retraite d'avoir des compléments de revenus. Et la réalité, c'est qu'au moment de la retraite, surtout si vous faites le calcul parce que vous vous approchez dangereusement du moment, joyeusement, ou joyeusement. Moi, j'ai un peu le sentiment d'être mais ça c'est très personnel. Vous vous rendez compte que c'est toujours beaucoup moins que ce à quoi vous vous attendiez. Et alors moi, j'ai fait un petit exercice avec mon conjoint, c'était très drôle.
il est allé voir parce qu'il se lance dans l'entrepreneuriat, et donc il est allé voir un conseiller pour préparer sa prévoyance, etc. etc. Et sa retraite. Il me dit, il m'a posé une question, il m'a dit, on aurait besoin de combien par mois pour bien vivre? Et donc, il me donne une somme. Bon, je vais être discrète, je ne vais pas la donner ici. Et il dit, non, il ne donne pas la somme. Il dit, toi, tu aurais dit combien? Eh bien, moi, je disais le double de ce qu'il disait. Alors, je vous rassure, ou pas. Vous êtes dépensière? Non. Mais je déteste compter. Je déteste compter. J'ai cette chance, cette grande chance, cette immense chance d'avoir un job qui me permet de me dire, si j'ai un problème, je trouverai une solution. C'est une chance incroyable. Quand j'ai démarré dans la vie, je n'étais pas comme ça. Et aujourd'hui, j'ai cette grande chance. Mais cette chance, je ne veux pas la perdre au moment où je pars à la retraite. Donc, là où lui disait, il comptait, il disait, attends, la maison sera payée, on aura ceci, on n'aura plus les études des enfants, donc grosso modo, ça va le faire. Je dis, ah non. Je dis, parce que je te rappelle, quand il faut refaire le toit, quand ta fille va t'appeler parce que sa chaudière a sauté et qu'il faudra donner un petit coup de main, etc., voilà. Et donc, moi, c'était garder ce privilège au moment de la retraite de pouvoir ne pas avoir cette charge mentale. Mais ça, c'était moi, ma façon de voir les choses. Et donc, si on anticipe, si on pense un peu à soi, si on est un peu égoïste, si on est bien conseillé, on doit pouvoir se dire qu'est-ce qu'il est absolument essentiel pour moi de conserver ou de commencer au moment de la retraite. Et quand on a cette réponse-là, derrière, on dit OK, comment je prépare tout ça? Voilà. Qu'est-ce que je mets en place? Exactement. L'action. Très bien. Merci beaucoup. Je vous propose, on va enchaîner. Voilà. Prenez quelques applaudissements. On a, dès le début de cet événement, avec notre sociologue Marion Arnaud, on a parlé de transmission de génération en génération. Dans la table ronde, on a beaucoup parlé de communauté, de sororité. Je vous propose là de regarder une vidéo qui est justement dans cette thématique-là. Il s'agit d'une vidéo de 3 femmes retraitées de l'association Hold Up. C'est une association soutenue par la commission mécénat de l'UMR. Et elles ont accepté justement de partager avec nous leur vécu et aussi leurs conseils. Jamais. C'est un mot qu'on ne prononçait pas. Moi, j'étais en pleine période de travail, de réalisation. Dans la presse, on n'en parlait pas. En 62, 63, 64, 68, on ne parlait pas de la retraite. On a commencé à en parler après 68, je crois. J'y croyais pas vraiment à ma retraite parce que j'avais quand même eu une carrière un peu hachée. Je me disais que je ne toucherais pas beaucoup d'argent, etc. Et puis, plus l'âge avançait, plus je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais avoir une carrière complète, que mon salaire n'était pas si négligeable que ça. Moi, ça ne m'intéressait pas. Ça ne me préoccupait pas. Je connaissais personne qui était à la retraite. Alors, si j'avais su, j'aurais peut-être mobilisé un peu plus mes bonnes amies pour mettre en place une activité régulière, que ça soit une activité physique, que ça soit une activité culturelle. Si j'avais su, j'aurais sans doute eu des engagements associatifs plus tôt dans ma vie. Je les ai maintenant beaucoup, notamment à travers l'association Hold Up. Si j'avais su, je crois que je me serais intéressée beaucoup plus tôt à la vie après la retraite. Si on m'en avait parlé, s'il y avait eu des formations, s'il y avait eu des émissions, s'il y avait eu des articles à ce sujet-là, si on en avait parlé à l'époque, je crois que j'aurais fait un peu différemment.
Je conseillerais à chaque femme d'être totalement autonome, de pouvoir mener sa vie professionnelle mais aussi personnelle la façon la plus indépendante possible, intellectuellement en tous les cas, et quant aux projections et notamment au regard de la retraite. Travailler toute sa vie parce qu'effectivement les arrêts sont parfois pénalisants en matière de retraite, et donc pour ça je leur donnerais le conseil de toujours se faire plaisir quand elles travaillent parce que c'est la garantie de la longévité. C'est quand même savoir ce qu'on ne veut pas déjà pour la retraite. Moi je vais vous donner un exemple. J'avais prévenu mon mari, je lui ai dit « tu n'auras pas à déjeuner tous les jours ». Parce que je refuse d'être en cuisine et on garde notre indépendance, mais je ne me plierai pas à préparer un déjeuner avec un couvert tous les jours. Eh bien, de s'intéresser à sa retraite, de se documenter et surtout de bien garder tous ses papiers, tous ses bulletins de salaire et tout ce qu'elle a fait depuis le début de sa carrière. Et puis, dans un deuxième temps, évidemment, réfléchir à ce qui va se passer au moment de la retraite. Ça dépend si on est salarié ou si on est travailleur indépendant. Moi, j'étais pendant des années travailleur indépendant, donc j'ai pas du tout pensé à toutes ces choses-là. Aujourd'hui, il faut vraiment s'en occuper, hein. C'est un vrai problème. Voilà, on peut vraiment les applaudir et les remercier. D'ailleurs, 2 d'entre elles sont présentes dans la salle. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous propose maintenant le témoignage de Sarah Ouramoun, qui est une toute jeune retraitée. Vous allez le voir, elle est championne du monde et vice-championne olympique de boxe, dirigeante sportive, entrepreneur. Mais avant de la faire monter sur scène, je vous propose de regarder une vidéo. C'est le teaser d'un documentaire qui a été réalisé en 2017. Ça s'appelle « Sarah, la combattante ». Voilà, je vous propose de l'accueillir chaleureusement. Merci beaucoup, Sarah, d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de votre carrière sportive un petit peu pour commencer, parce que vous aussi, vous avez eu une carrière hachée. Aujourd'hui, vous êtes retraitée, jeune retraitée. Là, on vous a vu sur le ring. J'imagine qu'il y a encore un peu d'émotion, même si ces images, elles datent un peu. L'émotion est toujours là. Il y a toujours autant d'émotion. Voilà, surtout quand je vois ces images de combat ou quand j'entends parler mon entraîneur, il y a toujours sa voix qui résonne. Donc c'est une carrière dont je suis fière et qui m'aide aussi au quotidien parce qu'il y a plein de leçons du ring que je garde dans ma vie de tous les jours. Lorsque vous avez commencé la boxe et les femmes, c'était pas compatible. Expliquez-nous. Moi, j'ai découvert la boxe un peu par hasard en 96, en passant devant une salle de boxe. Je ne viens pas du tout d'une famille de sportifs. Et donc, j'y suis entrée vraiment par curiosité. Et j'ai rencontré Saïd, l'entraîneur qu'on voit dans le petit extrait. Il m'a accueillie avec beaucoup de bienveillance en m'expliquant que la boxe, c'était l'escrime des poings, le noble art. Mais il m'a tout de suite dit, écoute, les femmes n'ont pas le droit de monter sur un ring. Vous aviez quel âge ? À l'époque, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans et il m'a quand même proposé de venir faire une séance d'essai, une proposition que j'ai acceptée. Et j'ai adoré parce qu'il y avait une super ambiance dans cette salle. Et tout de suite, j'ai perçu l'aspect déjà très physique, forcément, mais aussi l'aspect stratégique. Et puis, je me suis inscrite. J'allais quasiment tous les soirs à l'entraînement et un jour, en arrivant à la salle en 99, il me dit écoute, la fédération française a enfin autorisé la compétition pour les femmes, est-ce que tu veux tenter l'expérience du ring? Et j'ai accepté parce que je voyais bien qu'il se passait quelque chose dans ce carré magique et c'est vrai, j'ai eu l'impression que sur le ring, c'était une forme d'introspection, que c'était le moment de révélation, que j'allais voir ce qu'il y avait en moi, tout ce que j'avais travaillé pendant ces 3 ans. Et puis après, c'est allé très vite. En 99, c'est la création de la première équipe de France féminine. On a commencé à aller à l'étranger, notamment en Suède, au Canada, puisqu'il y a déjà des femmes qui boxaient depuis 1939. Et puis, voilà, 20 ans sont passés. Et lorsqu'à 14 ans, vous rentrez dans la salle, votre prof dit on fait un essai, vous revenez. Votre famille, elle le prend comment aussi? Parce que vous dites, voilà, dans la société, boxer, c'était pas évident. J'imagine que arriver et dire maman, je vais faire de la boxe, c'est pas facile non plus. Pour ma mère, ça a été très difficile à accepter.
Elle est venue à la salle, elle a essayé de convaincre Saïd de me chasser en disant que j'étais petite, fragile, qu'on allait m'abîmer, que j'allais jamais me marier. Et puis, elle m'a forcée à regarder toute la saga des Rocky en me disant « Tu veux ressembler à ça, tu veux avoir le visage abîmé ?» Oui, je veux. Voilà. Et elle a fini par céder parce qu'elle voyait bien que j'étais épanouie dans cette salle, que je prenais pas de coups. On parlait de boxe éducative, donc c'est de la boxe à la touche où on met en place des stratégies de jeu, mais il n'y a pas de coups appuyés. Et donc elle a fini par se dire que j'allais arrêter à un moment donné sans penser que ça durerait aussi longtemps. Vous avez commencé donc à enchaîner les combats, à avoir des victoires, et donc les rêves sont devenus de plus en plus grands. La participation aux Jeux Olympiques pour les femmes, là encore, c'était quelque chose de compliqué. Les femmes ont intégré le programme des Jeux en 2012. C'était le seul sport qui n'était pas représenté par les femmes. Et donc la charte olympique impose une représentation paritaire. On a intégré ce programme avec un parcours un peu particulier puisqu'il n'y avait que 3 catégories de poids représentées sur 10, 12 places par catégorie. Et moi, dans ma catégorie, on était 600 prétendantes et dont seulement 3 pour l'Europe. Et on était 70% d'Européennes, quasiment. Ouais, ça a été un parcours compliqué parce que c'est des compétitions à mort subite. On est arrivé en Chine, le lieu où là où était organisé le tournoi de qualification, et c'est une compétition qui dure 15 jours. On fait un combat par jour. Quand on gagne, on passe au tour suivant. Quand on perd, l'aventure s'arrête. Et donc, moi, j'ai enchaîné comme ça mes 6 premiers combats. Et le 7e, c'était un peu le combat décisif, puisque si je gagnais ce combat, je gagnais en même temps mon billet pour les Jeux de Londres. Et j'ai complètement perdu pied sur ce combat. Je n'étais pas du tout dans le moment présent. Et pourtant, ça faisait 3 ans que je n'avais perdu aucun combat. J'étais face à une adversaire que je connaissais, que j'avais déjà battue, mais je me suis vraiment laissée prendre par l'enjeu de la compétition, à penser à ce qui allait se passer si je n'y arrivais pas. Et la peur m'a envahie, j'ai rien fait. Donc voilà, je perds ce combat et je décide d'arrêter ma carrière parce que pour moi, les Jeux, c'était un peu le point final. Le Graal. Donc j'arrête, j'avais 30 ans. Et j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de devenir maman, j'avais envie de me construire professionnellement. À l'époque, j'étais encore étudiante, j'avais repris mes études à Sciences Po en parallèle de ma carrière et c'était très compliqué de gérer les deux. Et j'arrête, je deviens maman, je me lance dans l'entrepreneuriat. Au départ, en pensant que j'avais encore besoin d'indépendance, parce que c'est ce que le sport de haut niveau m'offrait, le fait de gérer seule ma carrière. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qu'il me fallait. Je m'épanouissais pleinement. Et puis, on parle souvent des liens, des points communs entre le sport de haut niveau et le monde de l'entreprise. Et c'est complètement ça. Je me suis retrouvée à gérer une boîte où j'avais tout ce goût de l'effort, la rigueur, ce rapport à la concurrence qui me plaisait, puis ce besoin de rechercher à chaque fois des solutions. L'excellence, c'était le ring, quoi. C'est ce que vous avez voulu transmettre aussi dans votre vie d'entrepreneur. Passer de athlète à entrepreneur par la case je continue à me former, etc., ça a été facile ou difficile, même si c'était une décision, vous le dites, voilà, c'était un moment de ma vie, il fallait que je raccroche les gants. Est-ce que c'est compliqué de faire ce choix-là ? C'est compliqué parce que je deviens entrepreneur, je suis en pleine levée de fonds et puis j'ai le virus olympique qui est encore là. Je sens que c'est dans les tripes. Il y a une revanche à prendre. Et j'ai envie de me relancer, de repartir sur ce parcours olympique. Et là, je me retrouve face à un associé qui me demande de choisir. Et je me dis, l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que c'est quand même presque un mode de vie. J'aurais d'autres idées. Ce n'est pas le bon moment, peut-être. Par contre, les jeux... y a un âge et je savais que j'étais vraiment sur ma dernière cartouche et j'ai eu envie de la saisir. Je savais aussi que j'allais avoir beaucoup de regrets si je tentais pas cette chance et donc j'ai pris la décision de ne pas faire cette levée de fonds et de retourner au combat, à l'entraînement, en me disant que finalement, si je réussissais mon pari olympique, ça allait être presque une double réussite, contrairement à ce que beaucoup me disaient on me répétait que j'allais être face à un double échec, l'échec sportif, que j'arriverais pas à me qualifier pour les Jeux parce que en 2012 j'étais
vraiment dans des conditions d'entraînement optimales et que là, avec la grossesse, l'entreprise, ça allait être compliqué de revenir à haut niveau. Et puis cette entreprise là, que je que ça allait être la mort de votre entreprise si vous arrêtiez à ce moment-là. Et donc ça a été vraiment un pari avec cette envie déjà de m'épanouir et d'aller au bout d'un projet parce que je croyais en moi et puis j'avais envie aussi de voir ce dont j'étais capable. Et donc vous y êtes allée. C'était Rio 2016. Rio 2016, oui. J'y suis allée, alors je me suis qualifiée. J'ai passé 2 années assez intenses où j'ai mis en place plein de choses et notamment beaucoup de préparation mentale pour essayer de passer ce cap de stress intense, ce moment de qualification où tout se joue en quelques minutes. Et je me suis qualifiée, on était au Kazakhstan, ça a été un des plus beaux moments de ma carrière. Et puis je suis allée aux Jeux l'été 2016 avec toute l'équipe olympique. Et là, j'avais juste 2 objectifs, celui de prendre énormément de plaisir à chaque combat et celui de n'avoir aucun regret, parce que je savais que quand le dernier coup de gong retentirait, ce serait la fin de ma carrière, fin de 20 ans d'entraînement, 20 ans de rêve, de plaisir, de sacrifice aussi, mais surtout, je savais que ça allait être aussi la perte d'une identité, cette identité de sportive, de boxeuse, et qu'il allait derrière falloir me reconstruire. Et donc vous êtes allée jusqu'à la finale. Oui. Et vous avez remporté la médaille d'argent. Exactement. Donc une médaille qui a bénéficié à votre carrière, à votre palmarès de sportive. Et comme vous le disiez, il y avait ma boîte que j'avais mis en sommeil. Vous revenez avec une médaille en poche. Et là, forcément, c'est la double victoire, puisque ça vous permet de vous lancer encore plus. C'est une médiatisation incroyable. Exactement, avec un gros travail d'anticipation. C'est-à-dire que 2 années à me préparer à la fois physiquement pour le ring et puis à préparer aussi cette après-carrière et comment j'allais pouvoir aussi capitaliser sur l'éventuelle médaille. Parce que une médaille au jeu, c'est une chance sur 1 milliard. Donc j'avais envie d'y croire, mais voilà, l'idée, c'était de me préparer dans l'idée que cette médaille serait là et comment j'allais pouvoir profiter de l'écho médiatique et de la résonance que cette médaille pouvait m'offrir. Donc vous avez écouté votre petite voix interne et vous avez eu doublement raison. J'ai eu raison, oui. Par rapport à la retraite, le fait que vous êtes athlète, donc vous prenez une retraite anticipée à 30 ans, hein, c'est ça? Vous êtes 30... Pour une athlète, c'est même... Enfin, là en 2016, je prends ma retraite à 34 ans. Ce n'est pas une retraite anticipée, puisque l'âge limite pour participer aux Jeux en boxe, c'était 34 ans. Donc j'étais vraiment... Voilà, je ne pouvais pas aller plus loin, à part si je passais professionnelle. J'en avais pas envie. Donc je prends cette retraite qui n'est pas du tout anticipée. J'étais la plus vieille de la compétition. Donc, alors je parlais de retraite anticipée par rapport, on va dire, aux 60 ans, oui, voilà, plutôt dans votre vie entrepreneur. 34 ans, ça fait bizarre. De se dire, j'ai déjà une carrière derrière moi et je tourne une page finalement. Exactement, mais le fait d'y avoir pensé, d'avoir prévu presque la date, ça m'a aidé quand même à passer ce cap, parce que quand on monte sur le podium, et comme ça a été le cas pour moi, en me disant, bon, essaye de profiter du moment parce que c'est un moment exceptionnel. Il y avait quand même cette petite peur de l'après. On parle souvent de la petite mort du sportif. Et à un moment, c'est venu dans ma tête en me disant, mais là, voilà, t'es dans ce moment de petite mort, qu'est-ce que t'en fais? Et puis très vite, voilà, il y a eu plein d'émotions. La déception aussi, parce que c'est une médaille d'argent. Je passe à rien de la médaille d'or. Donc voilà, il y avait un peu de regret et de peine aussi par rapport à ça. Et puis la joie d'être là, la fierté, et très vite les projets, la famille, ma fille, l'entreprise, et l'envie de transformer aussi ces 20 ans en me disant, c'est un capital, 20 ans quand même, derrière, il y a beaucoup de travail. Qu'est-ce que je peux en faire? Je n'avais pas envie que ça reste là à Rio. Et l'idée, c'était de me dire comment je peux transformer tout ça, peut-être le mettre au service d'autres personnes, le transmettre et puis continuer à m'élever et à m'épanouir. Vous êtes également engagée auprès d'autres femmes et c'est aussi comme ça que vous mettez en valeur tout le parcours que vous avez fait. Votre association, les Puncheuses, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi les valeurs que vous voulez transmettre et en quoi ça consiste?
Les Puncheuses, c'est un programme que j'ai lancé il y a 4 ans. C'est un programme d'accompagnement pour des femmes qui leur permet vraiment de prendre le pouvoir sur leur vie à travers un accompagnement collectif, donc des ateliers associés à des séances de boxe. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller tirer le meilleur du ring, des leçons que moi j'ai prises, des coups que j'ai pris aussi, et de leur transmettre. Les valeurs, c'est vraiment des valeurs de résilience, de puissance aussi, apprendre à se canaliser. C'est aussi avoir une posture, oser prendre sa place, comme on peut le faire quand on monte sur un ring, vraiment s'imposer. Donc voilà, c'est tout ça qu'on travaille par un outil important pour moi, la boxe. Donc enfiler des gants et oser frapper sur un sac, monter sur un ring et lever les bras. On vient pour un atelier négociation salariale, par exemple. Il y a des ateliers négociation, exactement. Donc, par exemple, on a un atelier négociation et puis après, on retravaille ces notions de négociation sur un ring, notamment à travers la posture, à travers le regard, à travers le jeu, parce que quand on monte sur un ring, c'est vraiment un jeu de rôle. On bluffe. Il y a plein de fois où on bluffe. On va bluffer à travers le regard, à travers un jeu d'épaules, des postures. Et donc, on va retravailler ça avec des gants. Donc une posture devant son patron, devant son banquier. Tout à l'heure, on l'a évoqué dans la table ronde, ça peut servir. Qui sont les femmes qui viennent justement participer, qui s'inscrivent dans ces parcours? C'est des femmes de toute génération. Ça va de 25 ans à 61 ans pour la doyenne. Il y a des femmes entrepreneurs, des femmes dirigeantes, des mamans solo, des femmes au chômage ou en recherche d'emploi. C'est vraiment tous les profils. Et c'est une volonté en fait d'avoir des groupes très hétérogènes pour que, ensemble, elles s'élèvent. Et qu'elles s'apportent mutuellement également. Exactement. Autre question, aujourd'hui vous êtes entrepreneur, on en a parlé tout à l'heure dans la table ronde aussi. Est-ce que vous envisagez votre retraite? Vous l'avez préparée en tant que sportive, est-ce que vous la préparez en tant qu'entrepreneur? Je l'ai préparée en tant que sportive. Alors j'ai préparé l'après professionnellement. J'ai aussi préparé presque physiquement, c'est-à-dire que mon enjeu, c'était aussi de finir cette carrière en bon état. Parce que quand on fait du sport à haut niveau, quand on est 7 à 8 heures à bouger, à prendre des coups, à solliciter son corps, en général, on finit quand même pas mal abîmé, notamment après une carrière de 20 ans, une grossesse qui est passée par là. Et aujourd'hui, je commence seulement à me poser la question. Parce que j'ai eu la chance de croiser des personnes qui m'ont interpellée en me disant « Écoute, Sarah, c'est important. » Parce qu'aujourd'hui, je suis maman de 3 enfants et j'ai aussi ce souci de me dire « J'ai pas envie d'être une charge pour eux. » Et donc, là, je pensais être très, très mauvaise. Et finalement, quand j'ai écouté les témoignages et les conseils sur la table ronde, je me rends compte qu'il y a quelques petits trucs que j'ai mis en place. Donc, je pense que je suis quand même sur la bonne voie. Vous avez bien fait de venir. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. On l'a vu, vous avez vous aussi une carrière multiple, hachée, et il faut de la combativité, de l'énergie pour rebondir à chaque fois. Si vous aviez un conseil à donner aujourd'hui, ce serait lequel, justement, pour bien préparer le jour d'après? On a beaucoup parlé de ce qu'on pouvait faire en termes d'investissement, de placement, de carrière. Moi, j'ai envie de dire aussi physiquement, continuer à bouger pour profiter aussi de sa retraite, parce que c'est dommage d'arriver à la retraite et de pas être en bonne santé. Donc vraiment, prenez soin de vous. Pour moi, le corps, c'est un vrai capital. Et donc, il faut aussi investir sur son corps. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur LinkedIn. Alors, on a passé beaucoup de contenu aujourd'hui. Ça va être retransmis également dans des posts dans les jours et dans les semaines à venir. Donc, restez connectés. Ce seront même des versions un peu bonifiées avec pas mal de bonus. Donc, n'hésitez pas à rester sur notre page.